vous avez fait un schéma Ikea, franchement, je sais pas comment l'appeler autrement, de comment construire une guillotine étape par étape. Et ce qui a fait qu'alors qu'on était au port de l'Élysée et que techniquement on pouvait rentrer à l'Élysée, et ce qui a fait que nous avons décidé de ne pas y aller. Moi je pense sincèrement qu'il faut donner des instruments de contrôle au peuple. Et ça justifie une révolution. C'est ça que vous voulez pour les Français aujourd'hui ? Un siècle de chaos ? Je suis un ennemi de l'État. Oui. Ma vie a déjà été menacée. Oui. La France reste un modèle à suivre à travers le monde. Oui. Je suis toujours de gauche. Oui. Juan Branco, avocat et écrivain de 35 ans. La liberté d'expression n'est pas en danger. Non. La violence peut être légitime. Oui. Les Français ont encore du pouvoir sur leur destin. Il faut essayer. La provocation est un art qui se perd. La provocation intelligente, oui. Je suis un révolutionnaire. J'essaie de l'être. Ceux qui sont censés résoudre le problème sont devenus le problème. Ils n'ont jamais cherché à résoudre le problème. Le peuple n'a jamais autant été écouté que maintenant. Pas du tout. On sanctionne plus un chômeur qu'un ministre corrompu. Oui. Mélenchon doit être le prochain président de la République. Non. Une dictature temporaire est nécessaire. Très, très transitoire et seulement si elle est sous le contrôle du peuple. Le futur, c'est l'Europe. Pas l'Union européenne. Le peuple est en colère. Oui. Internet permet l'expression véritable du peuple. Partiellement. Les politiciens ne sont pas plus corrompus qu'avant, c'est juste qu'on en parle plus. Je pense que c'est vrai. Il existe encore des hommes politiques sincères. Peu. Et ceux qu'ils sont n'ont pas forcément les moyens de leur sincérité. Le gouvernement est violent. Oui. Les politiques se croient au-dessus des lois. Oui. Les policiers sont les ennemis de la République. Pas du tout. L'histoire prouve que les révolutions finissent toujours mal. Pas du tout. Je suis optimiste pour l'avenir de la France. Pas du tout. Juan Branco l'affirme, je suis un révolutionnaire. Mais jusqu'où est-il prêt à aller ? Faut-il faire tomber le système ? La violence peut-elle être légitime ? La révolution serait-elle un chaos incontrôlable ? Il dénonce, provoque et critique le pouvoir en place. Mais propose-t-il une alternative crédible ? Ou est-ce juste de la provocation ? Changer le système ou le détruire ? Juan Branco répond sans filtre. Bonne émission. Vous êtes avocat, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont certains que nous avons ici. Justement, est-ce que vous êtes vraiment anti-système du coup ? Non, pas du tout. Alors, ce qu'on essaye de construire, c'est une alternative au système existant. J'ai quand même fait toutes les écoles de République. Bon, on va pas refaire mon CV à chaque fois, mais je suis passé par toutes les cases et j'y ai plutôt réussi ou voire très bien réussi. Donc, le problème n'est pas d'une posture soit romantique, soit revancharde, soit une quelconque forme de frustration. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de rendre meilleur un système actuel qui aujourd'hui ne soigne pas sa population, ne la protège pas, la pousse à des situations particulièrement désespérantes, notamment dans la jeunesse, notamment chez les jeunes femmes en particulier. Je rappelle régulièrement cette statistique. Ces derniers temps, il était révélé que le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide de la part des femmes de 15 à 25 ans avait été multiplié par 8 en 10 ans. C'est quelque chose qui est énorme, qui est catastrophique, qui s'est ajouté à tous les débats et les enjeux autour des violences sexuelles et ainsi de suite, et qui n'a pas du tout été pris en charge par l'État. Les seules réponses que les politiciens aujourd'hui donnent, c'est on va augmenter justement la prise en charge médicale. Quand vous avez une partie de la population qui est désespérée au point de vouloir se tuer, c'est pas la solution n'est pas médicale. La solution est en amont sur les politiques publiques à adopter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui rend une société pourtant encore riche, si malheureuse, et en particulier sa jeunesse. Je pense que nos dirigeants génèrent beaucoup de phobie, d'angoisse, essayent beaucoup de nous diviser et de générer de la violence entre nous. Et ce que j'essaye de faire, c'est de, à travers mon discours et à travers les actes, que ce soit en tant qu'avocat ou une forme de figure politique, j'imagine, c'est d'essayer de purger cette violence et de l'amener là où elle doit se projeter. C'est-à-dire pas nier la violence, parce que sinon on la rabat contre soi ou à l'horizontale, ce qui génère des spectres de guerre civile et d'anomie, mais vers les véritables responsables, en acceptant ce préalable, c'est qu'ils doivent assumer leurs responsabilités dans la situation qu'ils ont fécondée. Et ce serait pas peut-être aussi beaucoup, voire plus, la faute des réseaux sociaux, plus qu'à l'État ? Oui, mais l'État, c'est un peu comme, vous savez, j'avais écrit un livre sur Hanouna, tout le monde s'attendait à ce que je le détruise dans cet ouvrage, et à l'inverse, j'essayais d'expliquer qu'il n'était rien. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. L'État a une responsabilité sur la régulation de la communication en général et de l'espace public. Le plus terrifiant de ces réseaux, c'est Instagram. C'est-à-dire que vous avez une projection de l'image de la femme parfaite entre guillemets, c'est-à-dire selon des standards hyper commerciaux qui permettent leur introduction dans le système marchand et capitaliste. C'est-à-dire on vend le corps de la femme pour qu'elle puisse à son tour vendre des produits, et on promet à des jeunes femmes de faire fortune en faisant cela, et on l'érige en modèle de société. C'est un peu une dérive et une excroissance de ce
qu'on connaissait déjà, par exemple avec l'industrie du luxe et avec toutes ces affiches et ainsi de suite où on montre des corps de femmes complètement refaits ou même naturels, mais qui sont extraordinairement difficiles à atteindre et qui sont du coup extraordinairement complexants pour les adolescents et les adolescentes et les jeunes femmes, parce que ça crée aussi des effets sur les hommes. Ça distord leur rapport à la femme. Ils se retrouvent dans une situation qui, à mon avis, doit générer une forme d'avidité, voire des comportements quelque part prédateurs, parce qu'en fait, il y a une objectivation de la femme et une fabrication du désir à partir de la pure mise en scène d'un corps. Donc tout ce qui est la valorisation, et d'un corps qui est très stéréotypé en réalité, tout ce qui est la valorisation de la différence et ainsi de suite, passe à la trappe. Les réponses des grandes entreprises qui consistent à prétendre mettre en valeur des corps de formes différentes et ainsi de suite, ne règlent pas du tout la question. Le problème, c'est la mise en scène de ce corps de telle façon. Si on essaie de réfléchir un peu historiquement, c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé parce que d'une part, c'est un enjeu fondamental, d'autre part parce que j'étais accusé moi-même à un moment de viol dans une procédure politique atroce qui continue depuis 4 ans. Donc ça m'a forcé à m'interroger sur qu'est-ce qui générait en fait ces instrumentalisations, ces tensions, ces sous-jacences. Et j'ai réfléchi notamment au rôle qu'avait pu jouer en amont, si on essaie de remonter historiquement, non, pas se fixer là sur ces réseaux sociaux, sur le cinéma par exemple. Le cinéma a beaucoup prospéré sur la construction de figures fantasmatiques de femmes, d'icônes, que ce soit Marilyn Monroe ou plein d'autres, dont on sait d'ailleurs pour beaucoup le destin tragique qu'elles ont eu à connaître. Et ce que ce système avait de favorable, tout de même, malgré tout ce que ça pouvait générer, c'était qu'il ne s'agissait pas simplement d'être. Vous voyez, c'était pas on vous met en soutien-gorge ou cuir devant une caméra et on vous demande de faire trois mouvements de danse ou assimilés et puis c'est bon, vous devenez une star. À l'époque, il y avait quand même cette idée que vous deveniez une star à travers ce que vous incarniez. Donc à travers un personnage. Et donc et à travers ce personnage, il y avait des valeurs qui étaient transmises. On créait une mise en scène qui cherchait à envoyer des messages qui quelque part avaient une dimension civilisatrice. Et au sein de ça, le désir qui pouvait en naître ou que les réalisateurs ainsi de suite essayaient de faire naître s'inscrivait dans une dynamique plus générale qui essayait de nous créer des modèles. Ce qui fait que le cinéma n'a jamais été la pornographie. Et ce qui fait qu'on a toujours séparé, par exemple, la pornographie du cinéma. C'est-à-dire qu'on a toujours refusé que dans le cinéma, il y a des scènes de pornographie réelle, d'actes sexuels et ainsi de suite. Pour revenir à votre question, en effet, évidemment, ces questions des réseaux, à mon avis, créent une violence extraordinaire, mais aussi l'exposition brutale de l'intimité. Est-ce que l'intimité existe encore? Et est-ce qu'on peut avoir du désir et construire des choses saines sans intimité? Vous voyez, ou avec une accessibilité si immédiate dans le rapport à l'autre. Revenant par exemple à l'accusation dont j'avais fait l'objet, un des facteurs fondamentaux, c'était qu'on s'était rencontrés sur une brève période, en quelques heures. Donc, et sans socialisation, c'est-à-dire à partir sans intermédiaire, sans tiers de confiance, vous voyez, pour reprendre un vocabulaire de geek. Et donc évidemment, ça facilite soit la trahison, en l'occurrence ce que je considère être un compromat, soit l'incompréhension dans certains cas aussi, et l'absence de dialogue. Bref, tout ça, c'est des facteurs qui, à mon avis, sont hyper vulnérabilisants pour les femmes, mais aussi pour les garçons. Et pour cette génération, vous rajoutez le Covid et ainsi de suite, ça a été une sorte on les a fracassés. Et je pense que nos dirigeants politiques ne mesurent pas du tout le niveau de désorientation et d'urgence. Ou pire, peut-être qu'ils le mesurent, mais comme ils savent qu'on est un pays où la moyenne d'âge est de 42 ans, c'est-à-dire qu'en gros leurs électeurs, et en plus en particulier ceux qui votent sont dans la frange la plus âgée, c'est pas du tout quelque chose qui leur apparaît prioritaire. Je vous arrête 2 secondes. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça ferait très plaisir. Je vous remets la vidéo. Mais est-ce que c'est vous qui rejetez le système ou c'est pas le système qui vous rejette? Non, parce que en fait, moi, les portes me demeurent ouvertes, que ce soit, il y a toujours des tentatives, on essaie de me placer en garde à vue pour des bêtises tous les 4 matins, on essaie de me faire radier du barreau de Paris et ainsi de suite, mais je reste très institutionnalisé. Moi, j'ai un rapport à l'intégrité, à la vérité qui est très radical. Et donc, j'ai une capacité de me faire des ennemis assez rapide parce que dans n'importe quel système où je m'intègre, ça crée du mouvement. Vous voyez, et donc mes rapports avec certains magistrats, certains parquetiers sont d'autant plus radicaux et violents qu'eux-mêmes sont dans une forme de complaisance, soit vis-à-vis de formes de corruption passive, rarement d'argent, mais vous voyez, d'acceptation de choses qui ne doivent pas l'être. Et quand vous avez des moments de crise en France, comme l'actuel, ou comme ça a été le cas au moment des Gilets jaunes, ou quand vous engagez sur des causes aussi
aussi importante, comme ça a été mon cas avec Wikileaks et Julian Assange, vous pouvez pas être dans la compromission ou le compromis. Et quiconque est dans la compromission est en train de détruire quelque chose de beau que quelqu'un était en train de construire. Et donc, vous êtes obligé de rentrer dans une rupture pour les secouer, d'autant plus radicale, pour refuser, en fait, les effets délétères qu'ils vont générer. Et ça produit souvent des effets qui sont particulièrement violents, en particulier pour moi, mais aussi pour ceux qui se retrouvent à essayer de faire barrage, justement, au jaillissement de formes de beauté, de vérité, et ainsi de suite. Et donc, pour revenir sur ces dernières années, où je suis passé d'être invité à peu près partout, de CNews à BFM, en passant par Canal et compagnie, à ce qui est une véritable difficulté à me donner la parole dans l'espace public, c'est lié en fait à des offensives croisées successives, notamment nées de la part du pouvoir politique, parce que j'ai défendu des gens qui s'y opposaient violemment. On en avait parlé la dernière fois avec Damien Tarel, mais on pourrait citer Piotr Pawlenski, beaucoup de gilets jaunes comme Christophe Détinger, le boxeur gilet jaune qui, le 5 janvier 2019, avait dégagé le pont à main nue d'un certain nombre de CRS qui bloquaient les gilets jaunes qui allaient vers l'Assemblée, où ils essayaient de se faire entendre. Plus récemment, l'artiste guadeloupéen qui, pour dénoncer un scandale sanitaire immense en Guadeloupe, il faut savoir que les eaux ont été empoisonnées pour les 700 prochaines années par des cultivateurs de bananes qu'on appelle les béquets, qui sont descendants de marchands d'esclaves, qui sont restés dans un entre-soi et qui aujourd'hui ont un monopole économique très important. Et ils ont utilisé une molécule qui s'appelle la chlordécone, qui permet qui est un insecticide très puissant, mais qui a fait exploser le taux de cancer de prostate en Guadeloupe, au point où aujourd'hui, le record mondial de ce type de cancer est en Guadeloupe. Donc, on se retrouve dans une situation qui est scandaleuse, 700 ans à devoir subir ça pour un peuple qui a déjà été martyrisé par le passé. Et on a Emmanuel Macron qui, au milieu de tout ça, dit oui, non, mais il doit y avoir des caractéristiques génétiques spécifiques à l'île. Enfin, il est dans une forme de négationnisme de ce qui s'est passé. Ça génère beaucoup de violence, d'autant plus que la justice, qui aujourd'hui en France, malheureusement, est rarement indépendante, détermine qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, c'est-à-dire que la procédure n'aurait pas lieu, il n'y aurait pas de procès. Et donc cet artiste fait une peinture qui consiste en un Guadeloupéen avec le symbole de la Guadeloupe qui tient la tête d'Emmanuel Macron décapitée, et il l'appelle non-lieu. Donc pour dénoncer cette injustice. Et là, que fait Emmanuel Macron, donc président de la République? Il décide de porter plainte personnellement contre cet artiste, ce qui est quand même assez rare et évidemment un acte d'intimidation. Et en plus, il le fait sur des motifs d'infraction criminelle qui peuvent être assez lourds. C'est-à-dire qu'il considère que c'est une incitation à la commission de crimes et délits, y compris le crime de meurtre. Vous trouvez ça normal d'avoir un tableau qui met la tête du président de la République française décapité? Bien sûr, c'est extraordinairement important si on veut différencier notre société de celle que l'on dénonce régulièrement parce qu'il ne respecterait pas les droits de l'homme et ainsi de suite, de laisser une liberté d'expression, si ce n'est totale, maximale pour les citoyens et en particulier pour les artistes. Cette colère qu'il exprime à travers ce tableau, c'est une colère dont on doit se sentir heureux qu'elle soit exprimée à travers une œuvre d'art. Parce qu'autrement, quand vous n'avez pas de façon justement de purger votre violence, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, elle va se projeter sur des corps, elle va se projeter ou alors, dans le meilleur des cas, sur du matériel. C'est ce qui, pendant les Gilets jaunes s'attaquaient avant tout à des devantures de magasins, à des voitures, vous voyez, pour ne pas s'attaquer à des gens. Oui, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même eu des blessés, etc. Et principalement du côté des Gilets jaunes, parce que c'est pas les Gilets jaunes qui ont éborgné et qui ont mutilé. C'est les 25 éborgnements et mutilations. On les laisserait tout casser? Non, on les écoute. On les écoute et on essaie de prendre en compte leurs difficultés, ce qui n'a pas été fait. Vous vous souvenez de ce grand débat qui avait été mis en scène par Emmanuel Macron à l'époque, et les cahiers des doléances il y a eu 19 000 cahiers qui ont été remplis. C'est dire le besoin que ressentaient les Français de s'exprimer, d'être entendus. Ils ont été classés dans des archives. Rien n'a été fait. Et le grand discours qu'Emmanuel Macron devait faire a été annulé parce qu'il devait intervenir le soir de l'incendie de Notre-Dame. Il l'a jamais reprogrammé. Comme si c'était opportun finalement ça l'arrangeait. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui, pour des gens qui pris, parce que c'était risqué de se mobiliser pendant cette période, cette séquence. Il y avait une sorte de dureté dans le rapport aux forces de l'ordre parce que les syndicats avaient décidé de déserter, qu'ils avaient abandonné les Gilets jaunes, donc il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas d'expérience sur comment organiser une manifestation, s'assurer qu'elle puisse.
on s'est retrouvé dans une situation où des gens normaux prenaient des véritables risques pour se faire entendre. Et vous imaginez, quelques mois plus tard, vous découvrez qu'en fait, on a mis tout ça à la poubelle, et circuler, il y a rien à voir. Il y a eu des événements plus importants. Bon, d'abord l'incendie, puis après, évidemment, quelques mois plus tard, le Covid, et toute la détresse sociale, la violence que connaissent encore ces Français, pas seulement matériel, pas seulement par rapport à leur niveau de vie, qui en effet a été très violemment impacté, mais aussi de quelque chose de plus fondamental qui rejoint un peu ce que je disais en parlant de cette catégorie de la population particulière que sont les jeunes femmes, la place et la fonction qu'on occupe au sein de ces sociétés, où on pourrait rentrer dans des développements assez longs, mais du fait de la mondialisation et du fait qu'il y a du coup une désindustrialisation très importante. Par exemple, tout le textile qui faisait qu'on s'habillait à partir de vêtements produits en France, à partir de matières premières qui elles-mêmes venaient de France. En général, dans le nord de la France, Macron devrait bien connaître ça, parce qu'il vient d'Amiens, qui était justement une de ces zones qui était complètement structurée depuis un siècle et demi par l'industrie textile. On a délocalisé tout ça au Bangladesh et ainsi de suite. Ce qui fait que on a désindustrialisé toute une partie du pays qui s'en est jamais remis. Jamais. Ça, c'est un point fondamental. Et deux, on a commencé à s'habiller à partir de produits standardisés, stéréotypés, qui étaient fabriqués non plus sur la base de notre culture, de ce que l'on pense, de ce que l'on construit, mais d'une idée du goût un peu cosmopolite, universel, qu'importe. Ce qui fait qu'il y a aussi une crise identitaire qui naît derrière. On se ressemble plus, vous voyez. Alors ça touche moins les classes les plus aisées, parce que elles continuent à pouvoir se distinguer en consommant des biens de luxe, et je pense que l'explosion de la consommation du luxe depuis une quinzaine d'années est un peu provoquée par ça, le besoin d'avoir des marqueurs identitaires. Et ceux qui peuvent se le permettre, du coup, le font. Les plus pauvres, souvent, aussi essayent de le faire. Et ils achètent. Alors, malheureusement, ils ont moins accès que les classes aisées, moins le temps aussi à investir dans ces domaines, donc ils achètent les produits les plus standardisés, Louis Vuitton, enfin, vous voyez, les choses les plus presque caricaturales, au point où finalement ils sont reconnaissables, paradoxalement, dans leur origine sociale, par leur consommation de biens de luxe. Et donc cette explosion du marché de luxe cherche à compenser un peu cela. D'une part, c'est pas sain, parce que en fait on se distingue à travers des choses qui coûtent très cher et qui valorisent aussi à travers cela plutôt la valeur monétaire que des appartenances réelles. Et d'autre part, surtout, la grande majorité de la population n'y a pas accès. Ce qu'on appelle les classes moyennes et une grande partie des classes populaires se retrouvent sans possibilité de se rattacher à sa société, à son territoire, de montrer qu'elle y appartient. Même quelque part, vous voyez, le bleu de travail des ouvriers, c'était un marqueur identitaire. Donc dans toute la souffrance qu'a pu générer l'industrialisation et le travail à la chaîne et ainsi de suite, vous aviez quand même quelque chose auquel vous raccrochez qui vous permettait... et ça, c'est quelque chose que la gauche, enfin que j'ai appelé de façon critique la gauche institutionnelle, ne prend pas du tout en compte. Je les appelle la gauche Zara, vous voyez, parce qu'en fait, ils cherchent à accroître le pouvoir d'achat, mais sans changer du tout ses structures de production et de consommation. Et or, si on veut comprendre pourquoi ce qu'on appelle l'extrême droite existe en France, c'est un élément à prendre en compte. Il y en a d'autres, stigmates de la guerre d'Algérie, qui expliquent le vote Zemmour et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de facteurs, mais un des facteurs principaux, c'est une crise identitaire qu'il faut pas nier, qu'il faut essayer de comprendre et qui surtout il faut essayer de résorber. Et donc pour revenir à la question, c'est plutôt vous qui rejetez le système finalement. Tel qu'il existe aujourd'hui, clairement. Un système qui empêche les citoyens de s'informer correctement sur ce qui se passe en multipliant les interventions, les investissements pour s'assurer que on n'aille pas trop loin dans une direction qui pourrait être gênante, qui utilise le bras armé de la police, de la justice pour essayer de se battre contre des gens qui sont des ennemis idéologiques, intellectuels, pas des gens qui sont en train de frapper, de violer, de tuer, enfin, vous voyez, ou d'organiser des offensives à leur encontre. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et pour l'avoir vécu aussi personnellement, ce qui est encore plus grave, c'est-à-dire que on s'attaque d'abord aux personnes en première ligne et ensuite on s'attaque à leur avocat. Et ou à l'intellectuel qui écrit des livres sur ces questions. Dans tous les cas, c'est inacceptable. Il y a quelque chose de l'ordre du détournement des instruments de l'État qui ne sert pas le bien commun. Donc vous voulez du coup faire une révolution et changer tout ça? Je ne crois pas du tout à l'étape intermédiaire. C'est-à-dire dès le moment que vous rentrez dans le système, en l'état actuel, pour tenter de changer suffisamment radicalement les choses pour qu'en effet on retrouve un pays qui ait sa souveraineté économique, industrielle, politique, ainsi de suite, vous allez vous faire absorber. Il faut
article 11 de la Constitution, référendum, tout de suite sur des décisions fondamentales pour permettre au peuple sans intermédiation de prendre des décisions sur son destin, que ce soit sur son appartenance à l'Union européenne, que ce soit et à l'euro, sur son appartenance à l'OTAN, sur son appartenance sur l'existence par exemple de référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire leur propre possibilité de prendre des décisions sur les sujets qui les intéressent, au peuple, pas aux gens qui sont censés les représenter. En 2025, la démocratie représentative avec des assemblées élues comme on le sait, avec le fonctionnement que l'on connaît aujourd'hui, ça semble quand même relativement archaïque au regard des moyens qu'on a pour pouvoir directement se prononcer sur des Même questions. si les partis travaillaient ensemble. Par exemple, je prends un exemple assez récent, mais en Italie, il y a eu quand même une coalition des droites, donc oui, c'est sûr que l'État est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup plus stable et ça va déjà mieux qu'avant. Mais moi, là, on s'adresse à notre auditoire de droite ou d'extrême droite. C'est l'exemple parfait pour comprendre ce que le RN va faire s'ils arrivent au pouvoir. Ça aurait pu être une coalition de gauche. Hein. J'ai juste pris un exemple concret d'Italie. Là, je prends cet exemple, mais c'est-à-dire que on a des gens qui se prétendaient anti-européistes au sens de l'Union européenne, qui se prétendaient donc souverainistes et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se surintègrent à l'Union européenne, ils deviennent atlantistes, c'est-à-dire complètement adoptant les positions des États-Unis sur le conflit russo-ukrainien et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils abandonnent complètement les positions qu'ils avaient quand ils étaient dans l'opposition. Oui, mais peut-être pour prendre d'autres priorités. D'accord, très bien. Mais dans ce cas-là, on se pose la question de l'utilité de notre vote et du sens. Moi, je pense sincèrement qu'il faut donner des instruments de contrôle au peuple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des échelons intermédiaires. Encore une fois, la politique, c'est fondamentalement ennuyeux. La politique au sens de la gestion quotidienne d'une cité. Enfin, c'est prendre tous les jours. Moi, je fantasme pas d'être Premier ministre parce que ça doit être horriblement saturant. C'est-à-dire, vous devez prendre des dizaines de décisions tous les jours sur des sujets extraordinairement techniques. Vous passez votre journée dans des notes parce que vous n'avez pas le temps. Et quand vous avez le temps, c'est dans des visites complètement mises en scène. Puis après, il faut que vous fassiez des idées en ville pour essayer d'avoir des soutiens, que ce soit économique, oligarchique ou je sais pas quoi. C'est des vies qui sont infernales. C'est pas mal que ça existe parce que ça nous permet de vivre réellement. Vous voyez, de construire des choses, d'être créatif, que ce soit dans l'entreprise, dans l'art, enfin, de penser, ça me dérange pas. Par contre, il faut qu'on ait des moyens qui nous permettent de reprendre le contrôle à chaque fois qu'on sent qu'il y a une dérive. Je vous donne un exemple. Les Gilets jaunes naissent à cause de la taxe carburant, on va pas revenir dessus, mais aussi réagissent très vite à la privatisation prévue des aéroports de Paris, qui était censée rapporter 10 milliards d'euros. Ce qui apparemment était une priorité extraordinairement importante en ce qui concernait les finances publiques, les besoins d'investissement et ainsi de suite. 1 000 milliards d'euros plus tard dépensés vraiment n'importe comment pendant la crise Covid, sans aucun fléchage, sans grands investissements, sans tout ce dont la France aurait besoin pour un peu renaître de ses cendres. On comprend bien que la réalité des objectifs qui étaient poursuivis par nos dirigeants n'était pas de récupérer 10 milliards d'euros parce que c'est important pour la dette publique, ainsi de suite. La réalité, c'était que ça allait permettre de faire des commissions à travers les banques d'affaires et ainsi de suite, et de faire tourner le petit Paris et la corruption qui l'alimente. La corruption légale. C'est pas une corruption au sens... ça sert que c'est une corruption légalisée. C'est d'ailleurs le sens de la phrase. Corruption légalisée. Oui, c'est la phrase de Crépuscule qui est souvent mal interprétée, qui consiste à dire ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Et les gens souvent l'interprètent pour dire ils sont tous corrompus. Ce qui est pas ça. Ce qui est de dire en fait ils ont réussi à faire que la corruption devienne quelque chose de légal et donc pas au sens définissable du terme de la corruption, au sens légal du terme de la corruption. Et à Paris, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent de ça, y compris d'ailleurs les journalistes qui travaillent pour des rédactions qui aujourd'hui sont entre des mains d'individus qui ont des intérêts liés à l'État. Il n'y a pas une des personnes, que ce soit Rodolphe Saadé, Drahi, ainsi de suite, qui n'ait pas fait sa fortune grâce à ses liens avec l'État. Soit parce qu'ils sont des opérateurs téléphoniques et qu'ils ont besoin de licences d'État pour opérer. Parce que le marché de la téléphonie en France, c'est un oligopole. C'est normal qu'ils dépendent de l'État, non ? Non, ce qui est pas normal, c'est qu'ils achètent des médias pour avoir de l'influence sur les politiciens, pour avoir accès soit à des marchés d'État, soit à des faveurs de l'État sous forme de licence, ainsi de suite. C'est ça, c'est le fonctionnement c'est le circulaire. jeu du capitalisme. Non, c'est le jeu du capitalisme d'État à la française. Où en fait... Est-ce que c'est pas pareil ailleurs ? Si vous êtes dans un système... Moi, j'adore parler avec les libéraux de droite, les vrais, les sincères. Vous voyez, qui disent il faut pas d'État et ainsi de suite, il faut que ce soit le marché qui s'organise. Parce que si c'est le marché qui s'organise, vous n'avez pas besoin d'acheter des médias.
voyez, parce que vous n'avez pas besoin de corrompre des politiciens. Vous n'avez pas besoin d'acheter leur influence et parce que vous n'avez pas besoin de décisions favorables. Si, par exemple, il n'y a pas de règles sur le nombre d'opérateurs téléphoniques qui existent en France, alors qu'aujourd'hui, ils sont limités par l'État à 4. Il y a une concurrence qui s'installe. Alors que là, en fait, pour rentrer dans le marché, vous devez faire comme Patrick Drahi, par exemple, vous devez acheter à l'époque, pour acheter SFR, pour avoir l'autorisation de rachat de SFR, il a dû racheter Libération, RFM, BFM, et l'Express, de sorte que est placé à sa tête un homme qui désormais est mort depuis peu, Bernard Mourad, qui était très proche d'Emmanuel Macron. En échange de quoi, il a eu son autorisation pour acheter SFR. Il a pu licencier 2000 personnes. Vous voyez, et du coup, ce qui lui permet, parce qu'ils ne sont que 4 opérateurs autorisés, d'avoir une marge garantie. Mais au détriment de qui? De nous. Oui, mais alors, c'est nous qui la payons. Ça, je comprends tout à fait. Mais est-ce que vous vous dites pas plutôt que la corruption, c'est pas quelque chose de complètement lié plus à l'être humain qu'à un système? C'est le principe de la pourriture. Tout organisme vivant va pourrir. Oui. Ça, c'est le propre de la vie, de la mort, de la décomposition, qui elle-même va faire fleurir. Qui va faire fleurir de nouvelles formes de vie et qui vont. Et si vous m'enterrez dans un jardin, il va y avoir des petites larves qui vont manger, puis après il va y avoir des petites fleurs et puis des trucs. Ouais. Oui, des petits oiseaux qui vont manger la larve et peut-être un animal intermédiaire qui va manger l'oiseau et puis ça va finir dans l'estomac de quelqu'un d'autre et donc ça lui permet de grandir et ainsi de suite. Très bien. Est-ce que le problème c'est que on est en phase, à mon sens, dans la société française de dégénérescence. Il y a quelque part quelque chose de l'ordre de l'empire finissant. Vous voyez, on n'est pas en phase d'expansion. Ça, on le ressent tous, et je pense que ça fait partie des grands facteurs dépressifs aujourd'hui dans la société française. Et donc, moi, ce que je cherche à faire, c'est à une sorte d'électrochoc qui permette de redémarrer la société française. Et pour ça, il faut des pillages qui, en phase de croissance, vous voyez, d'expansion, finalement, c'est pas si gênant parce que vous prenez une part de la part supplémentaire qui est en train chaque année d'être générée pour chacun d'entre nous. Mais quand vous êtes en phase de restriction progressive, là, ça génère une vraie tension. Et là, il faut s'y préoccuper avec d'autant plus d'attention qu'il faut renverser ces dynamiques parce qu'en fait, on va avoir besoin de ressources pour financer à nouveau des hôpitaux, pour financer à nouveau des organismes de recherche. On met pas l'argent là où il devrait être. On met pas l'argent sur les enjeux fondamentaux. On l'éparpille de façon délirante et ça détruit des vies. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça détruit la société. Quand je travaillais au Quai d'Orsay, j'ai créé des discours, donc ça allait assez vite, et donc j'avais du temps, et donc j'ai décidé d'être enseignant remplaçant à Saint-Ouen et à Thiers. Ça, c'est encore aujourd'hui valide. Ça, je l'ai vérifié récemment. Donc, je m'étais inscrit sur le site de l'Académie de Créteil pour être prof remplaçant, voilà, en SES ou en philo. Et j'avais été convoqué dans la demi-heure de ma candidature. J'y étais allé pour un entretien avec l'inspectrice qui s'en occupait. On était 2 à postuler à l'entretien. On n'était que 2 candidats. L'autre candidat était encore en licence d'éco-gestion à la fac et ne savait pas pour quelle matière on lui avait demandé de venir. Donc, moi j'arrive, elle me dit, bon voilà, est-ce que vous connaissez... Elle me pose 3 questions en sciences économiques et sociales, je réponds. Elle me dit, bon, est-ce que vous êtes disponible pour aller demain à Thiers ça fait 2 mois et demi qu'ils n'ont pas eu cours, c'est 5 classes de seconde et une classe de terminale. Terminale SP, SES, à l'époque, donc coefficient 9 au baccalauréat. Et donc si c'était pas moi, c'était l'autre gamin qui ne savait même pas pourquoi il était auditionné, qui serait retrouvé devant eux, ou alors il n'aurait pas eu de prof. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de la promesse républicaine qui consiste à prétendre que chacun aurait une égalité de chance, que chacun aurait le droit. Pour moi, c'est fondamental, si vous voulez, faire croire que cette société existe et résorber les fractures qui commencent à se développer, que les meilleurs profs ne soient pas tous concentrés sur la montagne Sainte-Geneviève ou des lycées privés des centres-villes, mais que, au contraire, les meilleurs profs soient envoyés dans les patelins les plus perdus de la République. Et donc, faut faire une révolution pour changer ça. Mais voilà, en fait, et ça justifie une révolution. Vous voyez, ça justifie une révolution. Bien sûr, ça justifie une révolution. Les gamins qui étaient dans une banlieue qui était à l'époque un peu difficile, c'est-à-dire que le lycée venait de sortir de zone ZEP. ZEP à l'époque, pardon, parce que je commence à vieillir. Bon, c'est les lycées prioritaires. Donc qui en général, théoriquement, sont un peu agités. Je n'ai pas entendu une mouche voler, tellement ils étaient terrorisés, parce que je récupérais ceux qui étaient en terminale. C'est-à-dire ceux qui avaient, en terminale générale, qui avaient fait l'effort de s'extraire de tous les conditionnements sociaux, et ça, en termes statistiques, ils étaient minoritaires dans leur classe d'âge, de très loin. Et donc ils avaient fait tout ça pour se retrouver depuis 3 mois sans cours, et donc en fait en train de se voir obérer leur destin. Il n'y avait pas l'hypothèse de la rigolade un instant, ils étaient en panique en fait. Donc on fabrique du traumatisme et on fabrique du dégoût et on fabrique
des envies de révolution. Alors, dans ce cas-là, la révolution, ce serait qui contre qui? Le peuple contre l'État? Les riches contre les pauvres? Ah non, il faut prendre l'État. Il faut prendre l'État. Alors là, soit on se présente en 2025 au Fenwick, donc on traverse l'ensemble des institutions et tout de suite, on gagne et on propose des référendums sur des sujets fondamentaux et ensuite on rend le pouvoir. Vous voyez, et on remodèle la façon dont est structurée la politique française. Donc, quand vous dites redonner le pouvoir, c'est que pendant ce moment-là, c'est plus une dictature et après vous redonnez dans une démocratie, donc redonnez le pouvoir au peuple. Vous êtes, vous présumez de choses. J'essaie de comprendre. Même s'il est vrai que parfois l'hypothèse d'utiliser ce magnifique territoire français que sont les îles Kerguelen pour se débarrasser de quelques-uns de nos oligarques peut nous effleurer. La réalité n'est pas du tout celle-ci. Au contraire, en fait, le référendum qu'on veut faire au jour 1, c'est pour permettre les référendums d'initiative citoyenne, pour permettre, au contraire, de tout de suite donner des outils de contrôle au peuple. Tout de suite, c'est la première chose. Comme je le disais, sur l'Union européenne, sur l'OTAN, l'enjeu, c'est quoi? Il y a eu un référendum en 2005, c'est le dernier d'ailleurs. Ce référendum disait qu'il ne voulait pas de cette Union européenne, pour des raisons qui me semblent parfaitement audibles. C'est un binational de parents hispano-portugais et compagnie qui vous parle, donc quelqu'un qui a grandi dans le mythe de l'Union européenne. On leur dit, c'est très bien que vous ayez voté comme ça, mais on va quand même faire ce qu'on vous avait dit qu'on allait faire. Et donc, on adopte le mini-traité de Lisbonne en 2007. Ça, les jeunes ne le savent pas, mais c'est quand même vachement intéressant. Les Français votent non, et quand même à 55%, donc de façon un peu sévère contre ce projet-là. Et 2 ans plus tard, on le fait adopter par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut leur rendre la possibilité de décider. Est-ce que vous voulez appartenir à cette Union européenne-là ou pas? Je pense que c'est pas un politicien, quel qu'il soit, quelle que soit l'élection qu'il a gagnée, pas gagnée, ainsi de suite, de se prononcer à la place du peuple français. Pareil pour l'euro, pareil pour l'OTAN. On est à la veille d'une guerre nucléaire si on écoute le président de la République. J'ai pas entendu une seule fois le peuple français se prononcer, si ce n'est par des sondages plus ou moins intéressants, sur leur volonté ou non pas seulement d'entrer en guerre, parce que bon, ça c'est pour moi de l'instrumentalisation macronienne, mais même leur volonté de massivement financer un effort de guerre qui touche à l'Ukraine et ainsi de suite. C'est des questions peut-être qui seraient à 70-80% favorables, mais pourquoi est-ce qu'on ne les interroge pas sur ces questions? Et quelle est la légitimité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, de ce gouvernement en particulier, qui est quand même un gouvernement issu d'élections qui normalement auraient dû les sortir de là où ils sont, pour prendre des décisions aussi fondamentales et aussi potentiellement dangereuses pour la souveraineté française. On peut pas continuer dans un système aussi délirant que celui-là. C'est pas possible. On peut pas crisper la population française tous les 6 mois avec une nouvelle crise qui justifie l'utilisation de pouvoirs extraordinaires, qui justifie le fait que les élections ne soient pas quelque chose sur lequel on puisse compter. On peut pas s'attendre qu'à un moment donné, il n'y ait pas une réaction, si ce n'est violente, radicale, de la part du peuple français. Je ne pense pas être le radical et le violent dans la situation politique actuelle, plutôt l'inverse. J'ai fait par exemple récemment quelque chose qui va me valoir, encore une fois, je ne sais quel, à mon avis c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont convoqué en garde à vue de la DGSI, un entretien avec Alexandre Douguine, qui est le penseur du Kremlin. Parce que il m'apparaît fondamental qu'on les écoute. Vous voyez? Non pas qu'il faille croire ce qu'ils nous racontent. D'ailleurs, ils nous racontent que s'il faut nous envoyer une bombe nucléaire sur la tête, ils le feront. Donc, vous voyez, mais c'est important d'avoir une compréhension de ce qui se joue, non pas à travers ce que nos dirigeants veulent que l'on entende, mais à travers ce que l'ensemble des acteurs pensent pour qu'on ait notre mot à dire. On n'est pas des enfants. Il y a un moment donné où on doit avoir le droit à s'informer, à s'exprimer. Est-ce que c'est pas être perçu comme un complotiste d'être révolutionnaire? Alors non, ils ont beaucoup tenté, mais ils n'ont jamais réussi. Ça, c'est un des grands pièges. Le complotisme, c'est la spéculation de citoyens sur des fonctionnements de pouvoir dont la réalité leur est rendue inaccessible. C'est-à-dire que, un exemple très simple, pendant le Covid, Emmanuel Macron décide que toutes les décisions prises sur les politiques sanitaires vont être classées secret défense. Il organise des conseils de défense. Comment vous voulez que le peuple français ne se pose pas des questions sur ce qui se joue, alors même que vous êtes en train d'organiser l'omerta sur le processus de décision? Et comment voulez-vous qu'on ne soit pas suspicieux sur ce qui est en train de se jouer dans une dynamique comme celle-ci? C'est vraiment très simple. Donc,
Ce qu'on appelle le complotiste, c'est une personne qui, n'ayant pas assez d'informations, va essayer d'élaborer des hypothèses sur ce qui est en train de se passer réellement. Et la seule réponse qu'on peut lui offrir, c'est de la transparence. C'est en fait lui donner la possibilité d'à nouveau se ressaisir du réel, en tout cas se rapprocher de la vérité et du réel. Et moi, ils ont beaucoup de mal à me piéger là-dessus. D'une part parce que je connais très bien ces institutions de l'intérieur, je continue à les voir fonctionner, et que j'ai une formation, notamment grâce à mon doctorat et ainsi de suite, qui fait que j'arrive à bien filtrer ce qui est vraisemblable. Enfin, vous voyez, je tombe pas dans le piège parce que parfois, on a tous ressenti une excitation face à une information qui avait l'air énorme et qu'il fallait absolument partager, ainsi de suite. Et c'est facile de se laisser piéger, c'est facile de piéger des gens dans ces dimensions-là. Je pense avoir commis très peu d'erreurs de cette façon-là, parce que mon objectif est, en fait, si je commençais à jouer de cette corde, je serais fini. En fait, tout repose. Ma seule force, c'est justement cet attachement à la vérité, une tentative de construction d'une forme d'intégrité qui fasse qu'au moins mes propos aient une influence. Si je commence à raconter n'importe quoi, ça va être très difficile. Très rapidement, en fait, il va y avoir une désolidarisation de la part du corps social. On reprend les gilets jaunes, les manifestations. On peut pas appeler ça un peu des révolutions avortées? Oui. Tout mon travail, y compris dans ce magnifique ouvrage que vous avez à vos côtés, part de la question, qu'est-ce qui a fait qu'on n'est pas rentré à l'Élysée? Qu'est-ce qui a fait qu'alors que on était au port de l'Élysée et que techniquement on pouvait rentrer à l'Élysée parce que les forces de l'ordre étaient débordées et reculées, parce que selon ce qu'a raconté à l'époque Le Point, un hélicoptère a été prépositionné pour évacuer Emmanuel Macron le cas échéant, qu'est-ce qui a fait que nous avons décidé de ne pas y aller? Et en fait, c'est tout simplement qu'on n'était pas prêts. On avait cette force extraordinaire qui nous a permis de défier le pouvoir, y compris dans l'expression de sa violence la plus absolue. Par contre, réussir à aller faire le geste qui consistait à rentrer au sein de ce pouvoir et de le remplacer, mais ça aurait changé quoi? On se sentait pas légitime. Parce que de rentrer à Matignon et de faire le bazar avec des possibilités d'avoir des meurtres ou des blessés, ça aurait changé quelque chose. Le seul meurtre, à mon avis, envisageable, si les forces de l'ordre, et je pense qu'elles sont suffisamment républicaines pour se tenir, aurait été celle de quelques joyaux du mobilier national qu'il est en effet important de préserver. Mais je pense pas qu'il y aurait eu vraiment d'atteinte physique. C'est pas l'objectif. D'ailleurs, j'ai assisté... avec le Capitole, si on prend le parallèle aux États-Unis, il y a quand même eu 5 morts. Et à la base, je pense qu'ils souhaitaient pas avoir des morts. Mais on a eu notre Capitole. C'était ce merveilleux moment du 5 janvier 2019, donc le même jour où Christophe Détinger a fait sa séance de boxe sur le pont, qui consistait à rentrer au Fenwick, au sein du porte-parole de Monsieur Griveaux, qui était à l'époque au gouvernement. Tout le monde, je pense, se souvient de ces images. Les plus jeunes, je les invite à les découvrir. Donc moi, j'étais sur place. Ils sont rentrés avec le Fenwick, les gilets jaunes, relativement joyeux, relativement ivres, relativement tôt dans la journée, parce qu'on ne les avait pas laissés de la même façon s'approcher de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, en fait, il y avait des blocages partout. Des gilets jaunes, il y a des gilets jaunes qui venaient de partout, de toute la France. Vous voyez, un jour, on était l'acte 5, je pense, l'acte 6. Donc ça avait commencé en novembre, on était en janvier, et tous les médias avaient annoncé que le mouvement était mort. Mi-décembre, parce que le dernier samedi des manifestations, parce que c'était des manifestations tous les samedis, j'essaie un peu de recontextualiser, et le dernier samedi, il y avait eu beaucoup moins de monde, et donc tous les journaux ont dit, bon, la crise est finie, Emmanuel Macron est formidable, etc. Moi, ils ont repris leur rengaine. 5 janvier, ils viennent de partout, mais vraiment de partout. Les forces de l'ordre sont complètement sidérées, ils savent pas quoi faire, et comme je vous le disais, pas d'encadrement syndical, pas d'autorisation de manifestation, ils savaient pas où aller. Donc ils vont vers l'Assemblée nationale, ce qui est légitime, vous cherchez à vous faire entendre, vous allez vers l'Assemblée nationale. Là, dispositif policier d'une violence extraordinaire dès 10h du matin, une main arrachée d'un jeune homme vraiment à 10h du mat, on refoule immédiatement, on refuse qu'il s'approche de l'Assemblée nationale, sauf erreur à la fois politique et tactique. Quand vous êtes un gilet jaune, qui gagne pas beaucoup d'argent, et que vous avez soit de nuit, soit la veille, investi du temps, de l'énergie, et que en général, vous avez un travail qui est plutôt fatigant, pour aller jusqu'à Paris, parfois à des tréfonds du pays, pour se faire entendre. Est-ce que vous pensez vraiment que si on vous sort à 9h30 du matin, donc avant même que la manifestation ait vraiment commencé, et qu'on vous fait refluer sur le boulevard Saint-Germain, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez rentrer chez vous? Qu'ils allaient dire, oui, bon, on peut pas manifester, tant pis. Genre, non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à faire des cortèges sauvages un peu sans savoir où aller. Ils ont commencé à rentrer dans des rues.
Et la géographie du pouvoir en France étant ce qu'elle est, ils se sont retrouvés 3 rues plus loin, face au siège du porte-parole du gouvernement. Donc, symboliquement, c'est très important dans une république. Celui qui porte la parole, théoriquement, du peuple. Porte-parole qui avait parlé des Gilets jaunes en disant ceux qui fument des gitanes et roulent en diesel, c'est pas ma France. Rappelons que si les gens roulent en diesel en France, c'est parce que le diesel a été lourdement subventionné par l'État pendant des décennies, avant qu'ils se rendent compte que en fait c'était pas bon pour la santé publique et qu'ils commencent à sanctionner ceux qui roulaient en diesel. Et donc au début, moi je les suis parce que j'étais manifestant lambda et puis surtout j'en défendais beaucoup derrière devant les tribunaux. Et donc on prend la rue, on voit qu'il y a un Fenwick qui est là pour refaire le siège d'Yves Saint-Laurent, très bien. Et comme vous imaginez bien, dans le 7e arrondissement, on n'a pas peur de se faire voler un Fenwick. Donc ils avaient laissé les clés sous le paillasson. Et sur le moment, je me rends pas compte, mais ils étaient tous un peu joyeux, je sais pas quoi, et il y en a un qui se met sur le Fenwick et qui fait klaxonner. Et bon, je me souviendrai toute ma vie d'avoir eu cette pensée de me dire, mais le klaxon fonctionne? Enfin, vous voyez, sans à l'époque faire de connexion. Et en fait, ils avaient déjà récupéré les clés. On avance, et là, quelqu'un découvre qu'on se retrouve dans le porte-parole. Et donc, mais au début, très gentil, il sonne. Mais vraiment, j'ai vu cette scène où il y a des gens qui sonnent et qui dit est-ce qu'on peut parler à Benjamin Griveaux? On veut lui parler de nos gitanes et je sais pas quoi. Il commence à s'amuser à faire des et là il débarque, mais vraiment c'est comme dans Jurassic Park, vous voyez tout d'un coup le monstre, le Fenwick qui arrive derrière avec des gens perchés dessus, enfin dans tous les sens d'un œil, en train de klaxonner. Et je pense qu'ils ont même pas vraiment réfléchi au truc, vous voyez, ils ont pris le truc et ils sont rentrés dans les portes du gouvernement. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils rentrent dedans. Et là, vous voyez, il y a un effet un peu... voilà, ouais. C'est ça. C'est un peu comme vous faites une bêtise quand vous avez un peu trop bu, hein, que vous chantez un peu fort dans la rue ou autre. Voilà, ils se dégrisent et là, ils se disent merde, et ils commencent en fait... Ils s'enfuient tout de suite. Il y avait pas... Parce qu'il y avait pas... C'était pas des tentatives de coup d'État. Ces gens-là, ils cherchaient juste... À se faire entendre. Voilà, à se faire voir, à se faire entendre et à établir un rapport de force, c'est vrai, avec le pouvoir pour essayer d'obtenir l'annulation d'un certain nombre de mesures et des changements. Et donc, ils sont éparpillés, ils sont fait courser par des CRS, les pauvres, qui étaient surchargés avec leurs armures, là, je sais pas quoi, qui couraient derrière eux, mais vraiment, enfin, c'était une scène vraiment, en fait, vraiment joviale. Jovial. Oui, c'était vivant. C'était une scène joviale. Mais oui, c'était vraiment vivant et il y avait quelque chose de très heureux dans ce moment parce que quand je vous parle de purger de la violence, vous voyez, votre vie est pas très drôle en général quand vous êtes un Français qui gagne pas beaucoup d'argent. Vous avez pas, on est dans un pays où là on parle toujours des services publics, de l'école et ainsi de suite. Mais il y a aussi les loisirs. Enfin, vous voyez, l'accès à des choses qui sont amusantes à faire. Il y a très peu de services publics liés à la culture en province qui soient vraiment déterritorialisés, à moins d'être dans une grande ville. Quand ils existent dans les grandes villes, on dépense des centaines de millions d'euros dans l'opéra, mais qui est quand même réservé à une élite. Donc, vous vous retrouvez devant Hanouna, enfin, vous voyez, enfin, ou devant les téléfilms de TF1, tout ça. Bon, c'est pas très stimulant. Maintenant, aujourd'hui, devant TikTok. Et donc, à un moment donné, il y a aussi le besoin de vivre des choses, enfin, vous voyez. Oui, mais on peut faire ça sans faire de violence et sans voir des CRS courser les... Vous avez raison, on peut aller... Des jeunes qui défoncent des... Ouais, on peut aller à Disneyland, mais ils pouvaient pas se payer Disneyland et donc, du coup, ils sont allés manifester devant l'Assemblée nationale, ce qui pour moi est très sain et franchement pas très grave. Ok, on a dû remplacer les portes. Moi, à chaque fois que je passais devant, du coup, il y avait des trucs en métal pendant des années. Benjamin Griveaux a dû courir dans les jardins pour aller se réfugier dans un hôtel particulier assimilé et par contre symboliquement je pense que le message est passé, c'est-à-dire le message est passé et qu'en face on a un peu compris qu'il fallait faire attention et vous voyez cette idée que la crise doit être évitée à tout prix, parfois il vaut mieux une bonne crise politique mais le plus saine possible, hein, avec le moins de violence possible, ça je suis complètement d'accord, mais pour repartir sur de bonnes bases. C'est comme dans un couple. Enfin, vous voyez, à un moment donné, il faut sortir, en fait, ce qui s'accumule et qui finit par empoisonner le quotidien. Et c'est un peu la situation dans laquelle s'est trouvée la France. Et je trouve que nos dirigeants ont pas réagi de la meilleure des façons. Et, ils ont pas été civilisés. Oui, mais quand on est civilisé, en France, on se fait pas facilement entendre. C'est, encore une fois, regardez. On est arrivé à des taux d'abstention de jusqu'à 85. Moi, je suis allé devant le Conseil constitutionnel, j'ai obtenu l'annulation d'élection devant le Conseil constitutionnel. Dans des circonscriptions, il y avait eu 85% d'abstention sur la législative de 2022. Dans un pays où vous faites élire sur des pourcentages aussi faibles, l'élection même devient une difficulté. Et ça, c'est un symptôme.
Oui, mais dans ce cas-là, le problème, c'est les politiques qui se présentent ou c'est le système? Parce que ça pourrait être juste que le choix des politiques n'est peut-être pas Mais le choix des très politiques, il est intéressant pour les organisé personnes en question. en France. Le problème, c'est qu'il... Mais n'importe qui peut se présenter c'est aujourd'hui. faux, c'est complètement faux. Vous savez très bien. Sinon, on aurait une diversité un peu plus heureuse que celle à laquelle on est confronté aujourd'hui, parce que vous avez de tels moyens en termes d'information. Mais moi, par exemple, je trouve ça fondamental. Parmi les réformes qu'il faudrait adopter tout de suite, si on arrive au pouvoir, c'est créer une banque publique de la politique qui permette à n'importe quel mouvement citoyen de se structurer rapidement. Vous voyez, d'avoir accès un peu à des salles, à des, vous voyez, à la possibilité d'imprimer des choses et ainsi de suite, pour se faire entendre. C'est très important. Aujourd'hui, pour passer à la télévision, je suis désolé, c'est très compliqué quand vous voulez vous faire entendre, à moins, justement, de générer des mouvements comme ceux des Gilets jaunes et ainsi de suite. Et vous pouvez encore, utiliser les réseaux sociaux. oui, voilà. Et encore, les Gilets jaunes, c'était le moment où il y avait encore une porosité entre réseaux sociaux et télévision. C'est-à-dire qu'il y a eu un espace de transfert où les médias traditionnels ont vu monter un mouvement sociétal important. Ce mouvement s'est concrétisé en quelque chose de réel, avec beaucoup de gens dans la rue. Et donc, à ce moment-là, ils ont pris le relais. Mais seulement quand ils ont vu que c'était... En amont, c'est très difficile. Donc, on est en train de leur faire des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, à la fois, ne faites pas trop de bruit, ou ne soyez pas trop radicaux dans vos expressions et compagnie, mais quand ils ne le sont pas, il n'y a pas de prise en considération de leur situation. Je parlais de 2022 parce qu'après il y a eu 2024, les élections de juin, là, législatives, où là il y a eu un sursaut, où les gens, pour une raison ou une autre, se sont remis à croire, et ont participé en masse. Qui va nous faire croire aujourd'hui que le gouvernement qui en est sorti, difficilement, il a fallu 6 mois pour obtenir un gouvernement un peu stable encore, ça fait que 3 mois, on ne sait pas combien de temps il va tenir, est représentatif en quoi que ce soit des opinions qui ont été exprimées par les électeurs, c'est-à-dire très majoritairement Rassemblement National, un peu moins majoritairement, mais quand même très fortement Nouveau Front Populaire, donc plutôt la gauche, et vraiment marginalement ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, les Le Cornu, les Bayrou et compagnie. Ça pose problème, vous voyez, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, on vous bloque. D'une façon, vous rentrez par un côté, on vous bloque. Vous rentrez par un autre côté, on vous bloque. Là, vous êtes trop violent. Là, vous avez pas voté. Là, vous avez voté, mais en fait, ça nous arrange pas plus que ça. Bon, il y a un moment donné où il faut aussi comprendre que les gens commencent à réfléchir à d'autres façons de s'engager, de se mobiliser. Moi, j'essaye à la fois de donner les moyens de provoquer un rapport de force qui, s'il y a un nouveau mouvement de gilets jaunes, on ne se fasse pas écraser, cette fois, ça c'est un premier point, mais de l'autre, d'essayer d'éviter qu'on en ait à passer par là. Mais justement, si la révolution n'a toujours pas eu lieu, est-ce que finalement, vous feriez pas de fausses prédictions? J'avais pas prédit de révolution. J'avais prédit un accroissement des violences et une confrontation de plus en plus violente entre le pouvoir et la population. Et j'ai pas du tout prédit qu'on allait gagner. Pourquoi? Parce que moi-même à l'époque, je ne voyais pas comment est-ce qu'on pouvait gagner. Parce qu'on n'avait pas fait ce travail. On n'avait pas fait ce travail d'organisation, structuration, de voir quelles étaient les propositions qui faisaient consensus au sein de la société française. Et il est fait ce travail aujourd'hui? Et c'est l'objet de tous ces ouvrages. Tous ces ouvrages, ouais. Oui, bien sûr, qui en fait cherchent peu à peu à créer vous voyez, pile après pile, et à se dire, bon, bah voilà, maintenant on a les armes pour avancer en une direction. La bourgeoisie qui a aboli la guillotine s'apprête à la voir ressurgir pour elle et non pour au peuple s'attaquer. Je rebondis en même temps sur votre dernier ouvrage que vous avez écrit, donc Comment fabriquer une guillotine. Très heureux de vous l'entendre lire. C'est très touchant. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense que je vais garder le terme intéressant parce que je ne saurais pas trop comment le qualifier. En parallèle de l'extrait que je viens de vous lire, vous avez fait un schéma Ikea, franchement, je ne sais pas comment l'appeler autrement, de comment construire une guillotine étape par étape. Et honnêtement, je suis restée bouche bée parce que je me suis dit, je voulais que vous m'expliquiez un peu plus comment vous vous êtes dit, tiens, je vais conseiller à quelqu'un comment construire sa guillotine, comme ça il pourra peut-être aller lui-même guillotiner les gens sans qu'il y ait de loi, sans qu'il y ait de possibilité. Enfin, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus parce que j'ai trouvé ça... ça m'a vraiment surprise en fait. Est-ce que ça vous a fait rire? J'avoue que ça m'a fait rire après, que je me suis dit, non, c'est pas ça. Au début, je me suis dit, c'est pas possible. Et après, je me suis dit, en fait, on pourrait le prendre au second degré parce que honnêtement, je savais même pas comment le prendre tellement c'était... Bien sûr, oui. C'est, en fait surprenant. On travaille sur des sujets tellement sérieux, tellement graves. Enfin, vous voyez, moi, je défends des gens qui jouent leur vie dans ce qu'ils font. Quand j'étais au Sénégal... et je défendais celui qui est devenu Premier ministre et qui était à l'époque dans l'opposition. Il y avait 1000 personnes qui étaient en prison et qui avaient vu leur vie détruite, des gens de toute catégorie sociale, des jeunes parfois mineurs de 15 ans, des médecins, des élus. Donc j'ai dû prendre des risques. Et chaque publication que je pouvais faire sur ce sujet était de nature soit enflammer la situation, soit et provoquer des dégâts, y compris des morts. Il y a eu 60 morts dans la répression des manifestations, avec le soutien de l'Élysée quand même, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été recruté, le président de l'époque,
avait été recruté par l'Élysée avant même la fin de son mandat, comme envoyé spécial d'une initiative d'Emmanuel Macron, donc qui en fait validait un comportement qui avait consisté à tirer sur sa population. Et on m'envoyait des vidéos enfin, je passais mes journées à voir des vidéos de blessures, de morts, à essayer de recompiler les faits pour faire des procédures auprès de la CPI, ainsi de suite, avec des gens qui parfois, dans les vidéos, criaient mon nom en disant envoyez-les à Juan Branco. Enfin, donc on est sur des situations qui sont extrêmement dramatiques. Et l'enjeu, c'est quand même parfois s'alléger un peu. Vous voyez, un peu faire du second degré, de type un manuel Ikea sur une guillotine pour essayer de respirer, ou ce que j'ai fait quand j'ai parlé beaucoup du livre, planter des guillotines dans votre jardin, comme ça le message sera compris. Vous voyez, c'est une façon de dire. C'est fort quand même d'écrire ça. Mais oui, ça fait quand même un parallèle énorme avec la Révolution française. Bien sûr, et donc c'est fort parce que c'est sérieux, parce qu'en fait tout ce qu'on fait, même le livre est particulièrement, je sais pas si dangereux, mais en tout cas particulièrement inflammable. Il est radical parce que justement, je sais ce que on joue à travers ce qu'on joue notre vie. Moi, je joue la mienne au quotidien au Sénégal. Ça avait été rappelé, je suis passé moi-même par la prison, enfin dans des épisodes assez rocambolesques. Ça n'a jamais arrêté en réalité depuis, de façon plus ou moins différente. Et les gens qui s'engagent jouent leur vie. Et d'ailleurs, moi, un principe éthique de base, c'est de me mettre au même niveau d'engagement que ceux que je défends. Ça, c'est quelque chose qui est souvent pas compris, qui fait que souvent il y a une confusion. Les gens ont pensé que j'étais Zoé Sagan, les gens ont pensé que j'ai été Piotr Pawlenski, les gens n'ont pas supporté que je défende Damien Tarel, donc celui qui avait mis un souffle à Emmanuel Macron comme je l'ai fait. J'ai été emprisonné sur les mêmes fondements, les mêmes accusations que mon client au Sénégal, attentat, complot et ainsi de suite. J'en courais la perpétuité parce que l'avocature, très rapidement, ça vous transforme, dans le meilleur des cas, en un Dupond-Moretti. C'est-à-dire quelqu'un qui finit sa vie au théâtre parce que il a un tel ego lié à sa fonction de représentation de personnes qui ont des destins extraordinaires au sens littéral du terme, le plus souvent en ce qui concernait ses clients dans le pire sens du terme, que vous finissez par croire que vous êtes soit tout-puissant, soit que vous êtes extraordinaire vous-même. Et la meilleure façon d'essayer d'inhiber ça, c'est en fait de vivre ce que vivent vos clients. Évidemment, ça permet pas de défendre des narcotrafiquants ou des violeurs ou des pédophiles ou ainsi de suite. Enfin, ce qui restreint du coup mon activité, ce qui est très bien. C'est-à-dire que je ne défends que des gens en qui je peux croire. Ça ne veut pas forcément dire avec qui je suis d'accord. Enfin, c'est pour ça que j'ai défendu des gens d'extrême droite, d'extrême gauche et ainsi de suite. C'est ça un vrai état de droit et c'est ça une vraie un être démocrate au sens pas délavé tel qu'il existe aujourd'hui. C'est cette idée de se dire, je suis complètement, je suis pas d'accord du tout avec cette idée-là. Ça me fait trembler, etc. Mais à un moment donné, je vais être prêt à sacrifier le nécessaire pour m'assurer que je vais protéger la personne qui l'a porté parce que je pense que X, Y, Z. C'était quoi votre question? La question, c'était par rapport à la guillotine. Planter une guillotine dans le jardin. Personne ne va faire justice, personne ne va guillotiner qui que ce soit. Enfin, voyez, pourquoi faire un manuel pour que les gens construisent une chez eux? Mais parce que si vous avez besoin de tuer quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'une guillotine. Enfin, vous y allez au couteau ou, enfin, on a tous à mesure de... Il y a des gens qui prennent ça au premier degré, non? Oui, ils le prennent au premier degré comme un symbole politique et un signal envoyé à nos dirigeants qui consiste à dire continuez sur ce chemin, continuez à nous ignorer et ça va finir par exploser. Ça va finir par exploser. Et donc, cet instrument qui a été dévoyé par la République française, qui au départ était censé purger les élites à l'époque déjà qu'on considérait comme pendant la Révolution française corrompues, allant contre les intérêts du peuple et ainsi de suite. Cet instrument va ressurgir sur cette forme-là et pas sous la forme qu'il avait fini par adopter jusqu'à ce qu'elle soit abolie, c'est-à-dire d'instrument de maintien de l'ordre contre les pires criminels de notre temps. C'est-à-dire comme instrument politique. C'est comme un avertissement. Vous voyez, mon objectif, c'est de purger la violence. Systématiquement. Vous voyez, je suis pas humoriste, donc je suis obligé de le faire avec mes armes d'intellectuel et éventuellement de figure politique. Ça va finir par créer une explosion, tout ça. Donc vous participez à cette explosion. Je participe au rapport de force. Vous voyez la différence ou pas? C'est-à-dire que je participe au fait que la prochaine fois... non, c'est fondamental. La prochaine fois qu'il y a un rapport de force, on se fasse pas écraser. Si l'explosion est inévitable, parce que on a des élites autistes qui continuent à aller sur le chemin qui est le leur, qui n'entendent pas leur peuple et qui ne font rien pour répondre au désespoir qui sont en train de toucher notre société, il faut que ce peuple soit en mesure de se faire entendre. C'est donc en effet, j'appuie du côté, mais j'appuie du côté de gens qui n'ont rien. Vous voyez, c'est quand même pas qu'ils ne sont rien, contrairement à ce que Macron pense visiblement. On a besoin d'armes. Ils ont besoin d'armes. Et si on peut leur donner des armes symboliques, c'est-à-dire le langage, dans le pire des cas, un petit atelier menuiserie qui va faire qu'ils vont se rencontrer entre eux, qu'ils vont s'amuser. C'est une façon aussi d'éviter que la confrontation soit directe. C'est aussi une façon de
gagner du temps pour essayer d'élaborer des choses. À travers ces ouvrages, ce que j'essaye, c'est de nous amener dans une élaboration politique. Mais ils sont forts, vos ouvrages. Enfin, pour avoir lu en grande partie Kudeta, vous utilisez quand même des vocabulaires d'ennemis, de révolte, de violence. C'est quand même très fort. Ma thèse, c'est sur les violences de masse. Et donc, tout l'enjeu de ma thèse et de ma réflexion politique, c'est qu'est-ce qui génère de la violence en politique et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter. Et à un moment donné, la négation de l'existant et la négation de la violence du système génère une surviolence. Donc, c'est très important de donner aux gens cette sécurité qui consiste à dire « vous êtes entendus ». Vous êtes entendus, de transcrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils projettent, et de leur dire, voilà, on va vous accompagner sur ce chemin parce qu'on considère qu'il est juste, ne vous sentez pas humilié. Quelqu'un qui se fait, quelqu'un qui souffre une injustice du fait d'une procédure, par exemple judiciaire X ou Y, vous avez de fortes chances de le transformer en monstre. S'il n'y a personne derrière pour lui dire, ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés. C'est pour ça que la justice est non seulement crainte, mais haïe. Parce que des simples mots de la part de l'appareil judiciaire peuvent générer des traumatismes. Ou à l'inverse, malheureusement de moins en moins, en réparer. Vous voyez ? Et donc, on se tourne vers la justice en général pour avoir une forme d'apaisement à travers des mots. La réalité est qu'aujourd'hui, ce système-là ne fonctionne plus. Et donc, quand vous êtes face à un étau judiciaire, institutionnel, politique, vous essayez de trouver les chemins de traverse. Vous essayez de trouver des façons qui fassent qu'il ne faille pas renoncer à exister, parce que sinon vous sombrez en dépression. Si vous renoncez à... La dépression, elle est souvent le fruit d'une privation que vous n'arrivez pas... Enfin, vous voyez, vous êtes dans une incapacité à vous faire entendre, à exister, et vous vous retrouvez dans une situation où bah, du coup, soit vous faites violence à l'autre, soit vous faites violence à vous-même. Et comme la plupart des gens sont relativement sains et ont grandi dans des environnements non violents, souvent, ils retournent cette violence contre eux-mêmes. Là, je parle de la dépression, mais après, et selon le niveau de violence qu'elle va générer, bah, ça peut être scarification, tentative de suicide, et ainsi de suite. Admettons que la révolution ait lieu. Oui. Si on prend l'exemple quand même de ce qu'on a vécu en France en 1789, on arrive jusqu'en Événement 1860. choquant. Événement quand même choquant et non mais marquant de notre histoire. On arrive jusqu'en 1870 avec la Troisième République. Entre les deux, il y a quand même un siècle de chaos. C'est ça que vous voulez pour les Français aujourd'hui ? Un siècle de chaos ? Mais vous êtes monarchiste. Non, je pose la question. Il y a un coming out extraordinaire, là, qui m'intéressait. Donc, vous considérez qu'entre 1789 et 1870, il y a eu un chaos. Et le chaos s'arrête en 1870 ? Oui, en tout cas, une paix. Parce que en écrasant la commune. Napoléon, il y a quand même eu une guerre, il y a une autre révolution en 1830. Enfin, moi, j'appellerais ça une paix avec la Troisième République plus vivable pour nos concitoyens. Okay, alors, nous sommes pas des ennemis, mais des adversaires idéologiques. Alors, parce que pour moi, 1870, c'est un moment catastrophique parce que c'est l'écrasement par le sang, par la République française, de ses enfants, c'est-à-dire de la commune, par ce cher Adolphe Thiers. Et d'ailleurs, mon cher client, Piotr Pawlenski, vous savez, connu pour de mauvaises raisons, connu auparavant pour de bonnes raisons. Il avait mis le feu à la porte du FSB. C'est quand même plutôt courageux. Il a fait moins de prison là-bas pour ça que pour la prison qu'il a fait en France pour avoir mis le feu à la Banque de France. Ça devrait quand même nous interroger. Et pourquoi est-ce qu'il avait mis feu à la Banque de France ? Il venait de recevoir l'asile politique en France. Quelqu'un de raisonnable comme vous devrait se dire, ça va, tu te tiens tranquille, tu es reconnaissant de ton statut, etc. Lui, gauchiste invertéré, ou pire, artiste, décide de continuer son œuvre et s'attaque à la Banque de France. Pourquoi il fait ça ? Il fait ça parce que il découvre que place de la Bastille, donc symbole de la Révolution française, symbole de la prise de pouvoir par le peuple de ces institutions, on a installé cette Banque de France, alors même que la Banque de France a été l'instrument de la République pour écraser la Commune. C'est-à-dire qu'on a vidé tout l'or de la Banque de France qui était à Paris, on l'a amené à Versailles pour financer les armées qui ont encerclé Paris et qui sont rentrées dans Paris pour commettre les massacres contre la Commune. Et donc cet homme, c'est un Russe, hein, je veux dire, qui a visiblement une connaissance beaucoup plus approfondie que la moyenne des Français de notre propre histoire, décide de faire un geste symbolique un siècle et demi après en honneur de la Commune et décide symboliquement donc de mettre le feu à la Commune, ce pourquoi il a passé, comme je le disais, plus de temps en prison que quand il avait fait la même chose contre les services secrets russes à Moscou. Ça aussi c'est scandaleux et ça justifie des peines très sévères et beaucoup de méchanceté et ainsi de suite. Moi je trouve ça intéressant, merveilleux, en tout cas merveilleux à défendre. Est-ce que si on avait été au pouvoir, la réponse aurait été autre ? Oui, probablement. On aurait parce que ça aussi, ça fait partie un peu de la bêtise du système bourgeois tel qu'il existe aujourd'hui. C'est de penser que parce que lui s'en serait sorti, alors qu'il a réfléchi son geste, il n'a pas fait ça, il n'était pas ivre à 3h du matin, il a décidé d'envoyer un cocktail Molotov sur la Banque de France.
il y aurait potentiellement un risque de réitération, soit de sa part, soit d'autres personnes, qui fait qu'il fallait le mettre 12 mois en prison. C'est ridicule, vous voyez. Et nous, c'est ridicule que la loi punisse quelqu'un qui a mis une infraction. De cette façon, oui, il était réfléchi, ce geste. Mais c'est pas parce qu'il est réfléchi qu'il est mieux. Ah, c'est les limites qu'il est légal. Le but, c'est d'avoir des règles quand même dans une société, non? Donc, deux questions. Quel est le niveau de liberté? C'est très intéressant comme débat. Quel est le niveau de liberté que vous allez donner d'abord à l'expression politique? Premier point. Ce qui a justifié que pendant très longtemps, par exemple, il n'y a pas de poursuite judiciaire pour les incidents qui intervenaient en manifestation. On considérait que ça faisait partie du politique. Y compris lorsque ça partait de façon beaucoup plus violente que ça le fait depuis quelques années. Vraiment dans des périodes de tension très importantes. Deuxième question de la liberté de création artistique et d'utilisation de formes considérées comme artistiques pour exprimer. Moi, je pense que quand quelqu'un fait usage de sa pensée, on l'envoie pas en prison. Quand quelqu'un commet un geste symbolique de dénonciation, c'est un peu ça rejoint la question du tableau sur la chlordécone. C'est d'une bêtise crasse. D'autant plus, en fait, parce que lui, il le fait pour mettre le système judiciaire français face à ses contradictions. Parce qu'ils savent très bien que ça sert à rien de l'envoyer en prison. Enfin, ça a aucun sens. Non, mais c'est qu'importe que ce soit légitime ou pas, c'est le concept d'avoir des règles et d'avoir une loi. Si on ne les respecte pas, forcément qu'on finit par se faire punir. C'est comme un enfant qui fait une bêtise. Oui. Les parents sont censés le gronder. Est-ce que vous remarquez que c'est un concept fondamentalement bête, mais au sens ontologique du terme, c'est vraiment c'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est un concept qui arrête la pensée. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est vous dire, je refuse de penser au-delà de la règle. Il y a la règle. Non, on peut avoir un avis dessus, mais dans ce cas-là, ça n'empêche pas qu'il faut quand même respecter la règle, parce qu'elle est là, la règle. Vous pouvez pas la contester? Ou la réfléchir, ou la réintégrer, ou mais tant que la règle elle est là, c'est la règle qu'il faut suivre. Et tant qu'il n'y a pas une nouvelle règle établie. Et comment vous la changez si on vous laisse pas la possibilité de la changer? Ça, je sais pas, c'est pas mon métier. C'est la grande question des Gilets jaunes. C'est la grande question de tous ces mouvements sociaux. Comment est-ce qu'on fait quand on a vu nos eaux empoisonnées pendant 700 ans par des cultivateurs de bananes qui eux-mêmes sont parmi les plus riches de l'île alors qu'ils sont descendants d'esclavagistes, qui déjà peut être ressenti comme une forme d'injustice et qui en plus restent dans un entre-soi où ils se mélangent pas trop avec le reste de la population, ce qui est un peu violent. Donc on vous empoisonne pendant 700 ans en conscience de ce que c'est. En conscience, c'est quand même important en effet que ce produit était très toxique. Et la justice décide, c'est même pas refuse de les sanctionner, c'est refuse d'organiser un procès pour savoir si ces gens devraient être punis ou non. Est-ce que à ce moment-là, la règle qui théoriquement vous empêche de faire un symbole qui consiste à dessiner la tête d'Emmanuel Macron tranchée avec non-lieu, est-ce que voilà, vous voyez, si on rentre dans une démarche réflexive, on se rend compte qu'en fait, ce qui origine la violence, qui origine la radicalité, parfois, pas systématiquement, s'inscrit dans une dynamique politique qu'il est bon de prendre en compte. Là, vous voyez, le Parisien a fait un article scandalisé, outragé, je vous le recommande, sur des dégâts qui ont été commis contre le malheureux bus du Stade Rennais, qui était à Montpellier, après un match. Et donc, on m'envoie cet article. Et moi, je comprends pas pourquoi on m'envoie un long article qui dit dégradation dans l'hôtel, sur le bus et compagnie. Et à la fin de l'article, presque pudiquement, le Parisien, qui appartient à des gens qui m'aiment beaucoup, précise que la dégradation consistait en un tag de 3 mètres sur 2 sur l'ensemble du bus, Branco 2027. Donc, en fait, il y a un gamin qui, à un moment donné, s'est dit que ce serait malin, à cause du boycott et de l'omerta médiatique et du fait qu'évidemment, on ne laisserait pas s'exprimer et exister, de taguer un bus qui allait faire Montpellier-Rennes, donc être vu par beaucoup de monde, avec sur une institution qui par ailleurs a probablement les moyens de le faire nettoyer sans trop de difficulté, parce que les clubs de foot, comme vous le savez, ont beaucoup d'argent, et qui appartient en plus à un oligarque, sauf erreur de ma part, Monsieur Pinault. Non seulement ils permettent que quelques automobilistes soient au courant qu'il y a cette démarche, mais de façon intelligente, il fait de cette démarche et il la comprend comme il faut comprendre ce manuel Ikea, c'est-à-dire comme une provocation à l'égard du système, de dire on va pas jouer avec vos règles, on va vous remettre. Et en plus, il déclenche un article dans le Parisien qui nous déteste et qui ne parlera jamais de nous que pour nous détruire. Pas parce qu'il y a des raisons objectives de me détester, mais parce que il y a des instructions descendantes et parce qu'il faut pas déplaire au patron. Donc, efficacité maximale. Est-ce que je vais faire un tweet en disant je condamne fermement les dégradations lourdes qu'a subi le Stade Rennais et les conséquences que son pauvre propriétaire milliardaire va devoir subir? Je pense que c'est pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un tweet en disant je condamne fermement les dégradations lourdes qu'a subi le Stade Rennais et les conséquences que son pauvre propriétaire milliardaire va devoir subir. Je pense que c'est pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un tweet en disant je condamne fermement les dégradations lourdes qu'a subi le Stade Rennais et les conséquences que son pauvre propriétaire milliardaire va devoir subir.
voyez, alors que formellement c'est illégal, vous voyez, et peut-être que le pauvre. Alors, et le Parisien se plaignait beaucoup de ce que les caméras de surveillance n'aient pas réussi à identifier l'auteur des faits. Donc une impunité vraiment scandaleuse dans notre démocratie. Mais parlons-en de façon un peu plus sérieuse, parce que c'est un vrai sujet de fond, vraiment de fond, qui en fait a déchiré l'espace politique pendant des décennies, parce que ça touche à la question de ce qu'on appelle l'action directe. C'est ce que les anarchistes appelaient l'action directe au XIXe siècle, qui consiste à dire, est-ce que le sabotage, ou pire, sont des instruments légitimes pour se faire entendre à un moment où il faut se rappeler, les manifestations étaient réprimées à tir à balles réelles, où il y a eu, dans mon souvenir, des manifestations qui ont fait plus de 1000 morts de par la répression de la République en ce moment de stabilité merveilleux que vous louez il y a un instant. Je ne voulais pas, je posais la question. Et donc, naissent ces débats sur l'action directe qui ont finalement été enterrés à cause de l'échec des organisations d'extrême gauche terroristes des années 60-70, où en fait leur action était contre-productive. Elle les isolait, elle les marginalisait politiquement, et ça faisait pas pousser, ça défendait, enfin ça leur permettait pas de pousser leurs idées. Quelque temps auparavant, sous la résistance ou en Algérie avec le FLN, le terrorisme avait été utilisé de façon efficace pour déstabiliser l'appareil de pouvoir en face. Rappelez-vous que la résistance en tant que mouvement intérieur naît après l'assassinat du colonel Fabien. Je suis pas en train de donner des idées, parce que je vous regarde, vous me voyez, je vois dans votre regard une inquiétude. Je fais pas de comparaison du tout. Qui est quelque chose d'horrible. C'est-à-dire qu'on est je pense que c'était station Barbès, de métro. Il y a un gamin qui était sous-lieutenant ou sous-officier de la Wehrmacht ou de l'armée de l'air allemande, qui se fait assassiner par un militant communiste. La répression délirante que l'appareil de pouvoir nazi va appliquer contre les communistes et ainsi de suite à partir de ce moment-là, va faire naître, en réaction par l'indignation qu'elle va susciter, des mouvements de résistance qui vont contribuer à la libération de la France. Vous voyez ? Le FLN, on pourrait revenir sur ce qu'ils ont fait et la légitimité de le faire. Bref, ces débats s'éteignent dans les décennies qui suivent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé il y a un peu moins d'un an ? Est-ce que vous avez entendu parler de Luigi Mangione ? Non. Luigi Mangione, ça a été un phénomène social viral énorme il y a quelques mois, parce que c'est un jeune homme particulièrement beau, très très beau, d'une 27-28 ans, qui a fait quelque chose d'absolument hallucinant. Il a assassiné le PDG d'un grand groupe d'assurance aux États-Unis. Et donc il y a une vidéo. Oui, j'en ai entendu parler. D'abord, en fait, au début, il y avait juste la vidéo de quelqu'un qui, avec une arme qu'il avait fabriquée en 3D, tue quelqu'un dans la rue comme ça, puis il disparaît. Il y a une traque pendant quelques jours. Les photos commencent à apparaître. Les gens découvrent qu'il est très beau. Les gens sont pas forcément très fins. Ils commencent à se dire que c'est rigolo, amusant, etc., alors que c'est sujet très grave. Comme quoi, juste parallèle, vous voyez que fabriquer quelque chose en 3D peut finalement finir par tuer quelqu'un. Je dis ça. Moi, je suis plutôt menuiserie que 3D, mais c'est le résultat peut malheureusement être le même. Mais... donc, non, elle est pas très transportable. J'ai choisi mon symbole de façon très réfléchie. Le jour où ils arriveront à amener un oligarque dans un jardin, je peux vous dire que peut-être que la révolution aura déjà eu lieu et qu'on n'aura pas besoin de passer à l'acte. Donc, on se retrouve avec ce garçon qui génère une forme d'excitation un peu dans la culture internet, vous voyez, du troll et ainsi de suite. Et il finit par se faire arrêter. Et en fait, il a mis sur le devant de la scène la question du scandale des assurances privées aux États-Unis qui laissent mourir des gens parce qu'ils n'ont pas payé des primes et ainsi de suite et qui font payer des fortunes pour les soins pour les maladies graves. Combiné à la façon dont il a commis son geste, ça a généré ce qui était hallucinant, vraiment, ce qui était complètement inattendu, une vague de soutien populaire. Mais c'est-à-dire qu'il a des cagnottes qui font énormément d'argent. Il y a des gens qui considèrent que ce qu'il a fait est légitime. Quand vous arrivez à ce niveau, où même le meurtre est considéré par des gens normaux comme quelque chose de légitime, vous êtes à un moment de bascule très dangereux. Et donc, c'est un avertissement qui est envoyé au pouvoir, en l'occurrence états-unien, consistant à dire, vous êtes allé trop loin dans la prédation, en l'occurrence la privatisation des profits, ainsi de suite, sur des questions fondamentales. Faites attention. Et j'imagine que celui qui a pris son poste, qui a suivi, ne l'a pas pris le cœur léger et va intégrer ce qui s'est passé et malheureusement dans sa vie privée, mais aussi, j'imagine, dans l'action de sa société. On n'en est pas là en France, heureusement. En France, on en était à quelques vitres cassées. Espérons qu'on réussisse à sortir de l'impasse dans laquelle ce pays se trouve et cette absence de dialogue entre des blocs entiers de la société sans que ça dérive, vous voyez, sans que ça dérape. Et encore une fois, j'essaie de réfléchir à chaque fois les façons qui permettront d'éviter cette confrontation. Il y avait un autre extrait dans votre livre qui m'a marqué aussi. Je me permets juste de le lire.
Vous avez mis, certes, il y a encore des lignes de CRS, des fils de policiers, des agents de renseignement et tout un appareil de pouvoir symbolique et réel, prêt à tout pour les protéger. Là, dans votre livre, vous parlez principalement de l'élite et de la bourgeoisie. Mais parce que les policiers ne protègent pas le peuple aujourd'hui ? Malheureusement, de plus en plus mal, mais parce qu'on leur en donne pas les moyens. C'est une question de moyens. Notamment, et d'objectifs politiques. J'ai eu des tensions très fortes avec la gauche pendant les Gilets jaunes, parce que la gauche n'arrêtait pas de dénoncer des violences policières. Je trouvais ça insupportable, parce que c'est pas du tout ce à quoi on était confrontés. On était confrontés à des violences politiques. La violence policière, c'est soit une institution qui fait usage de son droit à la violence à des fins qui ne sont pas légitimes, soit au sein de cette institution des individus qui dérivent et qui commettent des faits inacceptables. Typiquement l'affaire Michel Zecler. La violence politique, c'est autre chose. C'est donner instruction à des policiers, des forces de l'ordre, des gendarmes, des gens qui sont censés défendre la société, d'aller faire défendre le pouvoir et utiliser tous les moyens nécessaires pour s'assurer que les intérêts de ce pouvoir soient préservés. Vous pensez qu'on leur dit qu'ils peuvent utiliser tous les moyens nécessaires? Ah, mais c'est un ordre qui est donné. Ah, mais non seulement c'est un ordre qui a été donné, mais le préfet de police de Paris, qui a refusé d'appliquer cet ordre, a été exfiltré au profit de Didier Lallemand. C'est acquis. Le Monde a révélé sur les premiers actes des Gilets jaunes les instructions qui avaient été données par la hiérarchie politique aux policiers pour impacter, comme ils s'appellent. C'est-à-dire l'explosion. Si vous regardez les courbes sur les éborgnements et les mutilations, elle suit ces instructions-là. Décrire le policier comme quelqu'un d'assoiffé de violence ou qui, par lui-même, prendrait plaisir à éborgner quelqu'un ou ainsi de suite, c'est ne rien comprendre à ce qui s'est joué pendant cette période-là. Ce qui s'est joué pendant cette période-là, c'est qu'à un moment donné, ce pouvoir politique refusait de concéder aux demandes que faisait une partie de la population, qui à l'époque, au début des Gilets jaunes, avant qu'il y ait toute la dérive, y compris la violence médiatique qui a essayé de le fracasser, il y avait quand même 85% d'approbation populaire. Même les mouvements sur les retraites et ainsi de suite, c'est 20% de moins. Enfin, vous voyez, c'était exceptionnel. Donc, c'est quelque chose qui mettait en tension. Mais pourquoi est-ce que le pouvoir voulait pas l'entendre? Parce que le fondement même de ce qu'il faisait était remis en question. La taxe carburant, ça avait vocation à financer le CICE. Et CICE, c'est un cadeau qu'Emmanuel Macron a fait aux élites qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Donc, c'était en fait impossible. Il était dans la quadrature du cercle. Et donc, on a fait usage de la police pour fracasser et inhiber un mouvement populaire. Les policiers, je pense, vous savez, c'est ce que Pasolini disait sur mai 68. Justement, il y avait tous ces discours CRS égale SS et tout ça des étudiants à l'époque. Pasolini, qui est un des plus grands intellectuels, réalisateurs, poètes italiens du XXe siècle, vraiment quelqu'un de merveilleux en tant qu'artiste, et qui était catholique marxiste. Vous voyez, une sorte de très très italien. Avait dit moi, quand je vois mai 68, je vois des fils de bourgeois qui s'attaquent à des fils de prolos ou à des prolos. C'est-à-dire que les policiers, et pour lui, incarnaient à ce moment-là la force prolétaire et ceux qui revendiquaient la liberté sexuelle ou je ne sais quoi à l'époque étaient du côté de l'ordre, paradoxalement, vous voyez. Et donc, il faut pas... Les forces de l'ordre à ce moment-là, on aurait tous aimé qu'elles-mêmes réfrènent les instructions qui leur ont été données et disent soit on dépose les boucliers, soit on refuse de faire telle ou telle chose, soit on refuse d'utiliser les LBD. Vous imaginez utiliser des LBD dans la foule, dans une foule en mouvement, enfin c'est nécessairement provoquer des catastrophes. Qu'est-ce qu'un policier devrait faire? Et je pose vraiment la question sans arrière-pensée. Qu'est-ce qu'un policier devrait faire s'il se fait attaquer par un manifestant? Alors juste avant de répondre à ça, qu'est-ce que les syndicats à ce moment-là, notamment de policiers, auraient dû faire? Pas demander des primes comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont profité de ce moment de rapport de force qui leur a été favorable. Et si vous reprenez les mesures prises par Emmanuel Macron à son retour d'Argentine où il était un G20, au moment où ça avait le plus chauffé, c'est immédiatement aligner de l'argent pour ajouter au salaire des forces de l'ordre, pour acheter leur fidélité. Vous voyez, là, il y a une forme de trahison du peuple français. Par contre, le policier qui est en train de se faire fracasser, soit il recule, soit il parle avec sa hiérarchie pour voir comment réagir, mais enfin, c'est pas sa responsabilité individuel. Si on lui tombe dessus. Bien sûr qu'il doit se défendre. Il doit se défendre pour se dégager de la situation, comme tout être humain qui se fait attaquer. Ça, c'est pas. Mais par contre, il faut pas qu'il profite du fait qu'il va être, par exemple, armé avec des armes létales. Enfin, vous voyez, oui. Cette proportionnalité doit rester à tout moment. Oui, mais est-ce que tous les policiers aujourd'hui tapent les manifestants ou agressent les gens? C'est exactement ce que je dis. C'est que quand ça arrive, à 90%, il y a quelqu'un.
on a été confronté à ça a été tellement long qu'on a fini même par connaître, ce qui est vraiment pas très drôle. Hein. Enfin, je connais même les commandants de police à Paris, enfin, je veux dire de nom et de visage, parce que à force de travailler sur ces dossiers et d'avoir même été, il y en a quelques-uns qui sont clairement des gens déviants. Et quand vous nommez Didier Lallemand à la tête de la préfecture de police de Paris, vous envoyez un petit signal qui consiste à dire on va plutôt récompenser ceux qui ont une sorte de petite tendance à la méchanceté, à la cruauté, à la violence, plutôt que des gens qui sont un peu normaux quelque part. Donc ça existe. Mais le véritable problème, encore une fois, ça a été un pouvoir politique débridé qui a décidé de faire usage de ses forces de police, pas comme il aurait dû le faire, et pour empêcher que ça se résolve autrement. Voilà. Bonjour Juan. Après avoir pu lire plusieurs de vos écrits, hein, notamment Crépuscule évidemment, et avoir pu voir plusieurs de vos interventions, je me demandais en fait, et ce qui est souvent quand même une question qu'on se pose dans toutes les démarches révolutionnaires et qui vise à dénoncer un cadre juridique qui est censé fixer les limites de l'action politique, quelles limites morales fixeriez-vous à l'action révolutionnaire ? Par exemple, est-ce que le meurtre politique serait une action légitime aujourd'hui pour essayer d'abattre cette oligarchie qui mènerait une guerre de prédation en réalité contre les Français, essayerait de s'accaparer leurs ressources et aurait trouvé dans Macron son plus grand avatar? J'espère qu'on pourra l'éviter de part et d'autre de la société. Parce que, encore une fois, il faut pas oublier que la violence politique, elle vient aujourd'hui principalement de la part du pouvoir en place. À chaque fois qu'il y a des manifestations qui sortent un peu du cadre, qui souhaiteraient faire respecter, très rapidement, ça monte très vite en régime en face, et parfois avec des dérapages importants. Et je pense qu'il est fondamental de protéger, encore une fois, toute société de tout rapport à la violence au maximum. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que réprimer la violence ou la nier alors qu'elle est existante et latente peut générer des monstres. Il faut faire attention à la purger. Donc, moi, je pense que il faut une répression. Je crois fondamentalement au fait qu'il faille une répression ferme à l'égard d'un certain nombre de, non pas tant de politiciens qui ne sont, à mon sens, que des instruments, mais encore une fois d'oligarques, de propriétaires de médias qui ont interféré dans l'espace public pour favoriser tel ou tel politicien au détriment de la sincérité et de l'écoute des citoyens. Quand vous votez, notre seule arme en tant que citoyen dans un système républicain, c'est le vote. Or, notre vote est complètement déterminé par ce qu'on pense, et donc par ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et donc, cette prise de contrôle par des gens qui ont un intérêt de la fabrique de l'information, c'est quelque chose qui pour moi est très grave, c'est criminel en fait. Donc il faudrait les sanctionner. Il faut les sanctionner, il faut les poursuivre. Mais pour ça, il faut arriver au pouvoir. Et pour arriver au pouvoir, c'est pas en abattant individuellement X ou Y qu'on va résoudre quoi que ce soit. Moi, j'ai aucun problème avec Xavier Niel, Bernard Arnault, Patrick Drahi, Rodolphe Saadé en tant qu'individus. J'ai un problème avec le rôle qu'ils ont décidé de jouer. J'ai pas de problème avec le fait qu'ils soient riches. J'ai un problème avec le rôle qu'ils ont décidé de jouer au sein de la société en interférant dans la fabrique de l'information. C'est ça mon véritable problème, et ce contre quoi j'essaie de me battre de façon systémique. Je veux, les empêcher de pouvoir faire ce qu'ils font, les empêcher en conséquence d'interférer dans le système démocratique existant, et empêcher que qui que ce soit puisse le reproduire. C'est pas pour... Ce qui me gêne beaucoup, par exemple, dans le discours anti-Bolloré de la gauche, c'est que ça ne leur pose aucun problème pour les autres oligarques. Ils ne dénoncent que celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'ils défendent des idées aux antipodes de la leur. Moi, je veux pas qu'il y ait des oligarques qui soient de notre camp ou contre. Je veux qu'il n'y en ait pas. Enfin, vous voyez, qu'il y ait des gens riches. Il y a forcément des gens à qui... Enfin, donc dans ce cas-là, pour vous, les propriétaires des médias ou des moyens de communication devraient être le peuple ? Le peuple, à travers des scopes, à travers soit des sociétés privées qui ne sont que médiatiques, c'est-à-dire que, qui sont dans leur secteur, ce qui existait en France pendant très longtemps, des gens de droite, mais Robert Hersan, c'était un groupe médiatique, et il faisait que de la presse. Vous voyez, il n'essayait pas de lier des intérêts dans les télécoms ou autres à l'influence qu'il pouvait tirer. Et donc, du coup, ça neutralisait quand même un peu l'influence qu'il pouvait avoir. Pareil pour les algorithmes, parce qu'on parle beaucoup des médias. Les médias, c'est très important parce que ça produit du contenu. Mais les réseaux sociaux qui les répercutent et qui les amplifient ou pas, doivent aussi être transparents dans leur fonctionnement. Et ça peut pas être un vœu pieux. Ça doit être quelque chose où on dit, on vous met en tôle si vous rendez pas transparent ces algorithmes, parce que vous avez pas touché à notre souveraineté. C'est la chose la plus sacrée qu'on ait. La possibilité de se faire entendre et d'éviter, justement, ce genre de dérive et de violence politique. Alors, très concrètement, quelle limite morale on mettrait à l'action révolutionnaire ? Les îles Kerguelen, c'est ma limite. Alors, j'avais pensé à un moment à des geôles dans Place de la Concorde, parce que vous savez, il y a des remblais, mais il y avait des fosses, qui étaient des lieux de prostitution à l'époque.
on aurait pu déblayer la place de la Concorde et créer des géoles, ça aurait été un peu cruel, vous voyez. Donc je pense que les îles Kerguelen, c'est le pire qu'on puisse faire, et que contre des individus ciblés, c'est-à-dire vraiment des gens qui ont trahi la nation française, vous voyez. Il n'y a pas de pulsion de violence dans ce qu'on fait. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de trouver des moyens de protéger le peuple français. Et par contre, ce que je sais, c'est que malheureusement, parfois, il faut engager le rapport de force avec ceux qui cherchent à vous faire du mal pour vous protéger. Vous voyez, de la même façon que vous disiez, quand quelqu'un fait une bêtise, il faut le gronder. Il faut pouvoir à un moment donné sanctionner des comportements déviants qui soient véritablement dangereux pour la société. Je pense pas que Piotr Pawlenski était véritablement dangereux pour la société, par exemple. Vous voyez, je pense que, par exemple, certaines des personnes que j'ai citées, elles ne sont pas ontologiquement. Enfin, je veux dire, s'ils arrêtaient de le faire, s'ils se contentaient de faire de l'argent dans des conditions qui soient légales et ainsi de suite, il n'y aurait aucune difficulté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils tirent l'argent de leur concupiscence et de leur amitié avec l'État. Protéger le peuple français en créant du chaos, c'est pas vraiment de l'ordre, protéger. Mais de l'ordre, c'est de l'ordre, c'est remettre de l'ordre dans un système. Il y a une anarchie au sein du Petit Paris qui est pas du tout acceptée dès qu'on sort de nos quartiers. C'est quand même quelque chose d'un peu sidérant. C'est-à-dire qu'il faut. Pourquoi forcément le Petit Paris? C'est vrai que vous êtes très centré sur le Petit Paris. C'est malheureusement pas moi. C'est là où l'argent et le pouvoir se trouvent aujourd'hui en France. On est dans un pays. C'est la capitale, mais c'est pas pour autant que. Dans un pays très centralisé. Dans un pays très centralisé où je vous donne un exemple. Je vais pas vous pâcher avec qui que ce soit, mais Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA CGM. Donc c'est le plus grand transporteur maritime au monde. On pourrait se dire, il est légitime. Il a un groupe énorme qui rend des services à la société, très bien. Il emploie des gens, etc. Voilà, il a beaucoup d'employés. C'est un peu le discours que tient Bernard Arnault à chaque fois. J'ai 40 000 employés en France, et ainsi de suite. Bon, la réalité, c'est que Rodolphe Saadé a obtenu son groupe grâce à l'État français. Son père, sa famille, c'est la famille Saadé qui est propriétaire à 75% de CMA CGM. L'État français, du fait de ses effets d'amitié au sein du Petit Paris, a offert pour 20 millions de francs ce groupe à sa famille, qui était déjà dans le secteur, mais en tout cas la grande partie qui aujourd'hui prospère, pour 20 millions de francs, alors qu'il venait d'y injecter 1,2 milliard. Nous venions d'y injecter 1,2 milliard de francs. Donc on fait un cadeau à quelqu'un, et ça c'était le système ancien, qui consistait à se dire, on va créer des grands capitaines d'industrie avec l'appui de l'État, parce qu'ils vont rendre des services à la France en retour. Vous voyez, on veut pas le faire de façon étatisée, parce qu'on est plutôt de droite libérale, et on considère qu'il faut que l'initiative privée, ainsi de suite. En réalité, on subventionne l'ardement. Ok, première étape. Deuxième étape, cet homme se rapproche d'Emmanuel Macron de façon toujours croissante. Emmanuel Macron qui a un problème parce que certains des oligarques qu'il avait soutenus commencent à partir. En l'occurrence, Patrick Drahi, qui a réussi, qui avait 50 milliards d'euros de dette et qui ne pouvait plus soutenir, en fait, et qui est obligé de vendre BFM, RMC et ainsi de suite. Rodolphe Saadé accepte de les acheter grâce aux 50 milliards d'euros de profit. Je ne sais pas si vous mesurez la folie. 50 milliards d'euros de profit qu'a fait son groupe depuis le Covid. 50 milliards d'euros d'un groupe qui nous appartenait à nous, et qui du coup se retrouve à 75% entre les mains d'une famille. C'est-à-dire quelque chose qui n'a même aucun sens, aucune rationalité d'un point de vue même économique de droite. Enfin, vous voyez, ça ne sert à rien. C'est contre-productif complètement d'accumuler autant de ressources entre les mains de quelques-uns, alors qu'elles pourraient être tellement utiles pour relancer l'investissement. Qu'importe. Il va utiliser cet argent pour racheter ces médias, pour permettre à Emmanuel Macron de continuer à avoir des relais oligarchiques au sein du Petit Paris. Ce qui, à son tour, va lui permettre d'avoir l'appui de l'État français dans toute une série de dispositions. Ça, c'est une supposition, parce que c'est pas forcément... Non, le fait est que quand l'État redonne pour 20 millions de francs un groupe dans lequel il vient de mettre 1,2 milliard, ou alors peut-être qu'on a des gens qui ont... Peut-être qu'on a des infos qu'on n'a pas, mais... Oui, non, c'est surtout peut-être qu'ils sont complètement analphabètes et qu'ils comprennent rien, qu'ils confondent des 9 chiffres et 6 chiffres. Mais en réalité... Non, c'est des compromissions. Et vous pouvez, et en fait, c'est un phénomène de corruption légale qui est très étendu et qui n'est pas régulé. Et en fait, malheureusement, on a des personnes qui sont de plus en plus avides dans cette dynamique-là et qui refusent de reconnaître leurs responsabilités, y compris sociales, du fait de la réussite qu'on leur a octroyée. Et leur presse, ensuite, nous vend tout ça en nous expliquant que c'est des extraordinaires entrepreneurs, super-héros qui ont réussi à tirer des fortunes du néant comme Bernard Arnault. C'est scandaleux parce que ça prive aussi les citoyens français d'une compréhension de comment fonctionne le monde et ça donne l'illusion qu'en fait, n'importe qui sans aucun capital pourrait du jour au lendemain se lancer dans des opérations comme celle-ci. Ça brise des destins. Enfin bref, ça produit toute une série d'effets de bord avec lesquels il faut être très attentif. Donc ces gens-là, il faut réprimer ce genre de comportement. Il faut s'assurer qu'il y ait des limitations très fortes entre ces différentes activités, qu'il n'y ait pas de porosité possible.
Et ce faisant, du coup, on rend la possibilité au peuple français de se déterminer avec soit des sociétés citoyennes, des médias qui appartiennent au peuple, soit des entreprises privées, mais qui elles aussi, voilà, vous voyez, aient une pleine liberté d'action parce qu'elles ne soient pas dépendantes de ce genre d'action. Et est-ce que même de faire une révolution ne peut pas susciter après une vraie peur au sein du peuple? Mais vous avez vu, mais j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je dois être tellement ennuyeux quand je dis ça, en contraste avec l'apparence de radicalité, et ainsi de suite. Enfin, finalement, vous voyez, ce qui est proposé est relativement rationnel, raisonnable. C'est Raisonnable. pas, ça vous semble pas, enfin, vous voyez, c'est comme. Je vous pose la question, pour vous, c'est raisonnable de faire une révolution en France? Non, c'est raisonnable. Je parle des objectifs que l'on cherche à atteindre. Vous voyez, que ce soit sur l'indépendance des médias, sur la possibilité pour le peuple de contrôler ses élites à travers un certain nombre d'instruments, ainsi de suite. C'est des choses qui devraient pouvoir être adoptées, enfin, qui devraient... C'est des idées qui doivent être débattues et discutées. C'est le concept de Mais pourquoi pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? C'est un vrai sujet. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Et donc, pourquoi est-ce qu'on est obligé de réfléchir à des formes alternatives pour... Après, c'est à vous de voter pour des politiques qui vous ressemblent dans ce cas-là. Et s'il n'y en a pas, présentez-vous. Mais peut-être qu'on va y aller. C'est ce que vous irez, effectivement. Et puis dans ce cas-là, peut-être que vous voterez pour moi. Peut-être que je voterai pour vous. Et peut-être que dans ce cas-là, vous verrez à quel point ça rassemble ou non les Français, votre proposition de révolution. On ne sait jamais. Parce que vous pensez que la compétition électorale en France est parfaitement organisée de façon sincère et honnête. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait des idées similaires aux miennes aurait les mêmes chances que quelqu'un qui défendrait le fait de pas toucher du tout au fait que les propriétaires de médias puissent continuer à l'être et avoir des... ça après c'est une stratégie de communication, mais oui, par contre je pense que c'est pas du tout, enfin les votes etc ne sont pas trafiqués. Pas que les votes soient trafiqués, mais que la perception et l'influence que vous pouvez avoir dans l'espace public, donc ce qui vous permet d'arriver au vote, soit trafiqué. L'influence aussi, après c'est à vous de faire une campagne politique. Non, mais c'est ça qui pas, d'ailleurs différencie les candidats, c'est la campagne politique à la fin en fait. C'est pas le fait qu'ils sont le soutien de Havas, Bolloré. Tous les candidats politiques ont le soutien d'Havas et Bolloré. Chaque candidat politique aujourd'hui important a en effet le soutien d'une partie de ce système. Mélenchon également. Et Mélenchon est en résistance partielle. Mélenchon, oui, parce qu'il s'est beaucoup vanté de son amitié avec Dassault par exemple, qui est donc propriétaire du Figaro et ainsi de suite. Et il a toujours défendu ce modèle hybride sur ce point-là. Donc, on voit bien que Mélenchon n'est quand même pas traité avec la même gentillesse que les autres candidats. Après, il peut y avoir des justifications sur certains points, mais honnêtement, dans l'ensemble, on voit bien qu'il y a une forme d'agressivité dont il faut s'interroger sur le fait, enfin, soit on essaie de rendre monstrueux Mélenchon en disant c'est un fou, soit on essaie de se dire, à force de provocation, à force de harcèlement médiatique et ainsi de suite, l'image qui en transparaît est celle de quelqu'un, parce qu'il est en réaction, qui apparaît agressif, pas gentil, et ainsi de suite. Il faut la fabrication de l'information, c'est quand même en fait, le pouvoir, c'est l'information en démocratie, dans un système libéral, électif et représentatif. Si vous contrôlez ça, vous n'avez pas besoin de trafiquer les votes. Vous voyez, c'est la différence avec une dictature. C'est qu'en fait, si vous construisez un huis clos suffisant, et aujourd'hui, il y a peut-être une chance pour une candidature parce que les maîtres des réseaux sociaux, ils s'indiffèrent un peu de ce qui va se passer en France. Que ce soit Zuckerberg, Musk, et ainsi de suite, que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu, ça va pas toucher directement leurs intérêts. Et donc, en effet, il y a une sorte de brèche qui s'est ouverte ou qu'on va peut-être saisir. Mais ça va être beaucoup plus compliqué. Vous imaginez bien que pour quelqu'un qui va avoir le soutien de X, de Y, Bolloré, Niel, et ainsi de suite, parce que c'est les agences de communication, c'est les médias, mais c'est aussi les instituts de sondage. C'est intéressant. Par exemple, on pourrait se dire les instituts de sondage sont dépendants. Non, ils sont entre les mêmes mains. Oui, mais après c'est pas vous qui disiez, c'est vous qui disiez, je crois que que Emmanuel Macron était très soutenu par les médias, par tous justement ces oligarques comme vous dites. Mais justement aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il est toujours autant soutenu. Non, parce qu'il a plus aucune valeur pour eux. Il est président de la République, il a plus de valeur. Fini. Non, mais dans 2 ans, il part. Donc, en fait, à quoi bon dépenser de l'énergie? Toute l'obsession depuis un moment, c'est fabriquer un nouveau candidat. Vous avez vu la passion qu'a généré Gabriel Attal jusqu'à l'échec des européennes. Ce qui est en fait quelque chose qu'avait évité Emmanuel Macron. Il n'avait pas eu à se confronter à une élection intermédiaire avant dans sa montée vers l'élection présidentielle. Il avait été à chaque fois, à aucune élection d'ailleurs, il avait été promu systématiquement par ces effets du petit Paris que je décris, et donc il n'avait jamais eu à se confronter au suffrage populaire. Et donc on avait pu fabriquer l'illusion d'un homme plus que parfait, extraordinaire en tout domaine. Le pauvre Gabriel, lui, à un moment donné, très rapidement, en fait, il s'est retrouvé confronté à une sanction électorale qui fait que tout cet effort oligarchique pour essayer de le propulser
C'est un peu échoué. Et là, on se retrouve dans une situation un peu compliquée pour le pouvoir, un peu similaire à celle qui avait finalement bénéficié Emmanuel Macron. Parce que rappelez-vous, il y a pas, Emmanuel Macron, vous voyez, les oligarques, c'est pas des gens qui, même s'ils habitent pas très loin les uns des autres, souvent à la Villa Montmorency, ainsi de suite, c'est pas des gens qui se réunissent en conclave tous les 6 mois en se disant, là, ça va être celui-là, le prochain président de la France. Ils mettent un peu leurs billes à droite à gauche, ils s'assurent que l'espace raisonnable est plus ou moins soutenu, chacun, et après, au moment donné, l'appui se renforce. Xavier Niel raconte toujours qu'il avait, par exemple, donné de l'argent à François Fillon, comme don de campagne. Macron a bénéficié de l'effondrement de tous les candidats successifs du système. Nicolas Sarkozy, parce qu'il a perdu lors des primaires à l'époque, puis Alain Juppé face à François Fillon a perdu, Manuel Valls, François Hollande. Enfin, il y a eu un vide qui a fait qu'à un moment donné, de façon unique dans l'histoire de France, il y a eu une coagulation. Parce que souvent, en plus, ces gens-là se fritent. Vous voyez, il y a eu des guerres homériques entre Bernard Arnault et Bolloré. Par exemple, et après entre Lagardère et Bernard Arnault, entre Xavier Niel et Bernard Arnault, ça a été beaucoup romancé, et donc souvent il y avait des clans, et puis des gens qui avaient plutôt une sensibilité gauche, enfin centre-gauche, plutôt centre-droit, plutôt droite dure pour Bolloré, et cette circonstance historique qui a provoqué ce qui m'apparaît comme une catastrophe démocratique au regard de ce qui s'est passé en France depuis 7 ans, et que je pense avoir annoncé, était assez unique. Et là aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans quelque chose d'un peu confus. Mais par exemple, pour Bolloré, je pourrais vous expliquer comment il a soutenu très violemment Éric Zemmour pendant des mois avant 2022, en 2021, y compris en lui donnant un temps d'antenne extraordinaire, une parole, ainsi de suite, et qu'au moment où, en fait, il a fini par trouver un accord avec l'Élysée sur la vente de ses ports en Afrique de l'Ouest, il l'a débranché. Et donc, Zemmour est passé de 17 à 5%. Hein. Je veux dire, peut-être que Zemmour était un garçon brillantissime et qu'il a fait un AVC à mi-campagne et qu'on s'en est pas rendu compte et qu'il a perdu tout le charisme qu'il avait. En réalité, ces jeux-là ne déterminent pas à 100%, mais affectent beaucoup. C'est pas forcément lié aussi à ses prises de position par rapport à la Russie, cette baisse de pourcentage? Un peu, bien sûr. Ça joue aussi, c'est des facteurs. Et l'instrumentalisation grossière par Emmanuel Macron, à l'inverse de sa fonction de chef de l'État à des fins électorales, avec ses allers-retours en Russie qui, évidemment, il le savait lui-même, ne serviraient à rien. Poutine lui-même semble-t-il, n'était pas dupe, d'où la mise en scène avec la longue table et ainsi de suite. Évidemment que ça a joué. Et d'ailleurs, pour moi, c'était un peu indécent de la part d'Emmanuel Macron, parce que les enjeux étaient quand même graves et n'auraient pas dû se prêter à ce genre de cérémonie. Mais bon, pour lui, peut-être c'était plus important de se faire élire que de se montrer sincère à ce moment-là. Il y a un truc qui m'a marqué quand vous êtes arrivé, c'est le petit symbole que vous avez là. L'abeille. Exactement. L'abeille, et également aussi, j'ai plusieurs fois vu un autre symbole qui était le siège des présidences. C'est sur votre interview avec Idriss Aberkane, justement. Et qui sont quand même des symboles qui sont quand même très reliés à Napoléon. Non, alors ça c'est intéressant. Je vais vous surprendre. Peut-être que vous allez finir par bien m'aimer à la fin de cet entretien, parce que j'ai jamais dit que je ne vous appréciais pas. L'abeille, et avant d'être napoléonien, Napoléon l'a récupéré, parce que l'abeille était le symbole des Mérovingiens, des premiers rois de France, de Clovis et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a trouvé dans la tombe de Childéric toute une série de joyaux en abeille qui étaient visiblement. Donc en fait, c'est une façon d'avoir un petit peu de monarchie avec vous. Non, plutôt de s'inscrire dans le temps long de mon pays. Enfin, se rappeler qu'on est en fait, on s'est construit ce qu'on est, et le résultat de 1600 ans de construction politique, elle-même héritière de l'Empire romain et ainsi de suite. Vous voyez, mais donc on a sédimenté beaucoup de choses à travers les âges, parfois contradictoires idéologiquement, monarchistes, républicains, révolutionnaires et ainsi de suite. Mais qu'à un moment donné, on a une identité, en gros, et il faut qu'on prenne appui sur cette identité pour essayer de refaire peuple. Voilà. J'essaie de reconstruire quelque chose à partir d'un symbole qui, par ailleurs, renvoie aux jaunes et gilets jaunes, qui ont été fondateurs politiquement, à la fois pour la France d'aujourd'hui, je pensais, et pour moi personnellement. Ça renvoie quand même beaucoup à Napoléon. À Napoléon aussi, qui est un autre épisode important de l'histoire de France, pour le meilleur et pour le pire, mais qui a sédimenté le régime républicain. Ouais, mais qui est adoré par beaucoup de gens, et qui est aussi perçu comme un tyran par d'autres. Et qui a rétabli l'esclavage, ça vous dérange pas d'être associé à un tyran aussi, également? Je suis associé non, mais c'est non, parce que l'abeille, sans vouloir faire injure à Napoléon, et qui n'a pas déposé son brevet à l'INPI comme il aurait dû le faire, reste quand même un symbole qui renvoie à l'écologie, qui renvoie au collectif, à la coopération,
au fait de ne pas nuire sauf en dernier recours, enfin, vous voyez, qui ne pique qu'au risque de sa propre mort pour défendre sa ruche, ou y compris la reine n'a pas un statut particulièrement désirable. Enfin, vous voyez, elle est au service de la collectivité, elle n'a pas un instant de repos. On essaye en fait de faire valoir ses valeurs, cette inscription dans l'histoire. Beaucoup. Et Napoléon s'inscrit à l'intérieur de ça, mais pas du tout de façon exclusive et pas du tout comme un clin d'œil direct à son égard. C'était un moment où on essaie de réfléchir à quelque chose qui pourrait faire symbiose à l'égard de nos engagements récents et notamment dans le rapport justement à la violence. C'est-à-dire c'est pas une guêpe, quoi. C'est, enfin, vous voyez, et ça m'a semblé important. Oui, ça m'a semblé important et puis peut-être un point d'équilibre. Voilà, c'était plutôt dans cette dynamique-là qu'on l'a choisi. À un moment, vous avez dit, avant de redonner le pouvoir au peuple, faudrait passer sûrement par une dictature temporaire. Moi, je pense qu'il faut faire autorité sur ces forces dissidentes, ces forces anti-républicaines auxquelles on est confronté, et ils vont pas se laisser faire de plein gré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait en fait une période de transition où on puisse établir des juridictions qui permettent de les juger, de les condamner. Mon objectif, c'est pas de sanctionner par rapport à des comportements passés tant qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Ça me va. Je vais pas essayer de faire payer ce qui s'est passé les années précédentes. Ça m'intéresse. Par contre, purger au sein de l'appareil policier ceux qui auraient cherché à générer ces violences ou qui se seraient montrés en accord avec ces violences qui ont été commises, ceux qui ont volontairement interféré dans l'espace public. Mettre un peu fin à tout ça, il va falloir pendant quelques mois avoir des marges de manœuvre qui seront importantes. J'ai répondu comme j'ai répondu à la question avec les termes que vous me l'aviez posés, mais en réalité, ce que je veux dire par là, et c'est quelque chose qu'il faut que les gens qui nous soutiennent comprennent, il va falloir faire autorité à un moment, pas sur le peuple. Moi, j'ai pas vocation à gouverner le peuple français. J'ai pas vocation à lui dire c'est ça qu'il faut pour toi dans tel domaine et ainsi de suite. Vraiment, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on, encore une fois, on lui rend la parole et le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Qui serait le chef représentant de ça? Ce serait vous? L'objectif de ces ouvrages aussi, c'est un peu de faire que je sois plus nécessaire. C'est-à-dire que, en gros, j'essaie de redistribuer. C'est pour ça j'en ai publié 15 en tout, je pense. L'objectif, c'est d'essayer de transmettre au maximum les instruments que j'ai pu accumuler du fait de ma formation, de mes expériences et ainsi de suite, de sorte que s'il m'arrive quelque chose, ça ne s'arrête pas. Vous voyez, ça c'est ma grande peur, c'est que on est très vulnérable en tant qu'individu, a fortiori lorsque l'on prend des positions aussi radicales contre des gens qui sont très puissants. Tout peut vous arriver, ce dont je parlais en ouverture en est à mon sens un exemple, mais il y a eu 1000 autres exemples similaires. J'aurais pu me retrouver pendant des années au Sénégal, dans cette prison si on n'avait pas réussi à provoquer cette bascule. Le Sénégal est très important parce qu'il montre que c'est possible de provoquer cette bascule, y compris lorsque vous êtes un peuple particulièrement pauvre. L'avantage du Sénégal, c'est que la moyenne d'âge là-bas est pas de 42 ans, mais de 19 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes jeune, vous avez évidemment beaucoup plus d'envie de changer les choses et vous avez peu à perdre. En France, ça va être plus compliqué de bouger ce peuple, mais j'espère qu'on y arrivera et qu'on n'aura pas besoin justement d'en passer par un rapport de force avec le pouvoir qui fasse que beaucoup des nôtres tombent en chemin. Dernière question et après je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui ne veulent pas de révolution? Aux Français qui vivent déjà bien aujourd'hui et qui ont un travail, une famille et qui en fait auraient beaucoup plus à perdre qu'à gagner? Moi non, je pense en gros, je pense que même ceux qui dépendent directement de nos ennemis, c'est-à-dire des oligarques aujourd'hui, vivront mieux, à mon sens, parce que je les vois relativement misérables à Paris. Parce qu'en fait, même gagner des sommes plus importantes que ce qu'on gagnerait en moyenne, dans une société comme la nôtre, qui notamment est traversée par une violente spéculation immobilière, qui fait qu'il est très difficile quand on est jeune, à Paris, de fonder une famille. Vous voyez, d'avoir un appartement suffisamment grand pour pouvoir... qui fait qu'on est en train de perdre le rapport au désir, le rapport mais aussi justement au fait d'avoir des enfants et ainsi de suite. Et, rompre avec ça, c'est essayer de chercher à rendre de la joie, en fait. Donc moi, je pense qu'on va tous gagner à être plus heureux. Et je pense que les quelques solutions qu'on propose, parce que là, on a beaucoup parlé des oligarques, mais typiquement, la question de l'euro, elle est fondamentale par rapport à la spéculation immobilière, parce que c'est l'argent qui est investi en masse pour des appartements qui sont à chaque fois plus vides à Paris, et qui inhibe, là je parlais de la famille, mais aussi la création d'entreprises, ainsi de suite, c'est le fruit d'une masse monétaire massive qui est elle-même le fruit de politiques monétaires qui sont adoptées à Francfort. Donc, et qui parce qu'elles sont adoptées à l'échelle du continent, font qu'elles sont pas forcément suffisamment bien fléchées pour notre pays. Et du coup, on est un peu coincé dans cet entre-deux, on n'ose pas en sortir parce qu'on a peur des conséquences que ça pourrait avoir. Et en même temps, du coup, notre quotidien
et à chaque fois moins heureux. Un autre domaine, la bureaucratie extraordinaire dans laquelle on vit. Pour créer de l'activité, pour créer ce qu'on dans le vocable libéral de la valeur, en France, c'est extraordinairement compliqué. L'URSSAF, c'est quand même pour moi, l'URSSAF, c'est l'anarchiste couronné. C'est à la fois des énormes fascistes et en même temps des bordéliques à un niveau tellement sans nom. Vous retrouvez parfois avec des appels de cotisation de 30 000 euros qui sortent de nulle part, ou à l'inverse. Il faut à un moment donné reprendre en main tous ces sujets. Or, nos hommes politiques aujourd'hui n'ont jamais été confrontés à ces difficultés, ni ceux qui les entourent, parce qu'ils ont toujours vécu dans des espaces très protégés. Et donc, naturellement, ils vont pas mettre leurs priorités sur des choses qui empoisonnent les Français au quotidien. Et ça, c'est le fruit de ce système dont je vous parlais. Vous voyez, d'autosélection qui réduit à chaque fois plus la diversité du pool sur lequel on puise nos dirigeants. Donc, en fait, c'est des choses qui, in fine, vont vraiment bénéficier à tout le monde. Il faut juste en passer par une phase où on va purger quelques éléments qui, en fait, génèrent ce blocage. C'est aussi peu radical que ça, paradoxalement. Et en même temps, aussi nécessaire que, parce que, encore une fois, je pense qu'on a un pays qui a beaucoup d'atouts et dans lesquels on est malheureux, quoi. Et ça c'est un carburant légitime pour la révolution. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à me dire si la révolution est souhaitable. Et puis, évidemment, à continuer à nous soutenir en vous abonnant, en likant la vidéo et puis en donnant tous vos avis en commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. À très bientôt.